Bonsoir. Il écrit direct. J'aime bien, il y avait un mec dans le chat, je sais pas s'il est encore là, mais moi je veux trop discuter avec toi en fait. Il est arrivé, il fait ouais, j'arrive à chaque fois que je viens voir ici, c'est gauche, 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 comme s'il y avait les gentils et les méchants. Donc je pensais qu'il avait un truc à nous dire. Et moi je serais ravi parce que ça se trouve c'est ça se trouve on a une vision ici à être de gauche, on est complètement à côté de la plaque. Mais depuis depuis des années en fait. Et on se plante complètement, on croit qu'il y a des... Il y a un camp qui est le bon, mais ça se trouve, c'est l'autre camp qui est bon. Et puis ça se trouve plus fin, c'est aucun camp qui est bon. Aucun camp. Alors du coup, moi je voudrais savoir comment on fait quoi dans ce cas-là. Mais il est peut-être reparti parce que c'était pas marrant. Non, c'est pas que l'autre camp est bon, voilà c'est toi, c'est Jet Set Willy. C'est pas que l'autre camp est bon, c'est qu'il n'y a pas de bon et de méchant. Donc maintenant, je t'interroge, je peux te renvoyer vers une vidéo que j'ai fait qui s'appelle « La gauche est-elle le camp du bien ?» Et je réponds par la négative. Donc, tu es en train de faire un homme de paille. Pour parler comme les zététiciens casse-couilles, là. Tu fais un homme de paille, avec des biais. N'es-tu pas en pleine dissonance cognitive? Putain, je suis un peu chafouin ce soir. Bon, bonsoir Mr. Brainbird. C'est malgré que je sois de gauche, j'ai rencontré plein de gens de droite que je trouvais pas bêtes. Bah moi aussi, qui a dit le contraire? Mais qui a dit le contraire? Pourquoi tu t'énerves en fait? Pourquoi t'arrives là et t'es énervé? T'as eu une mauvaise journée? T'as pas envie de... Je sais pas, va casser les couilles à quelqu'un d'autre quoi. Ça te donne l'impression qu'il n'y a pas de débat ici. Mais on fait quoi là? T'es en train de créer un débat tout seul à partir de trucs que t'inventes dans ta tête. Y a pas de débat, mais ça débat de ouf, ici. Il y a des trucs on n'est pas d'accord, des fois même je fais voter le chat. Tu t'imagines des choses... Hein, y en a... Mais oui, il y a des gens de gauche tout à fait ouverts au débat. Je veux dire, moi à gauche, il y en a, ils trouvent que je suis pas assez de gauche, il y en a, ils trouvent que je suis trop de gauche. Il y a plein de façons de se prendre la tête. Il y en a, ils trouvent même que je suis un peu trop de droite. Mais voilà. Il y a tout un panel. C'est un gradient. Voilà, c'est un gradient. Plein de possibilités. Je suis ravi de démarrer sur cette première discussion. Donc, au lieu d'être sectaire et d'être là gauche, 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 essayez d'être un peu ouvert les gens aussi dans le chat. Justement, je suis content du coup, alors je me trompe, je ne regarde peut-être pas assez, mais ça me donne cette impression, et c'est pas pour rien que je reviens quand même. Ah! Bon bah voilà. Mais t'as vu, de toute façon, là, on va pas parler gauche, 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 vous avez vu les sujets, on va parler de Sarkozy et les affaires avec le Qatar, Platini et l'Euro 2016, on va parler de Covid, on va parler d'économie, on va parler de Covid, et on va reparler de Covid. Voilà, comme d'habitude, vous pourrez choisir... dans le chat, je vais vous expliquer les articles un petit peu plus tard. En attendant, je vais remercier les gens qui étaient là, les gens qui ont sub la chaîne, qu'ils soient de gauche ou de droite. Moi, je suis dans un œcuménisme enthousiaste, voyez-vous, qui vraiment me ravit. Alors, on va remonter un petit peu. Il y a des faux procès comme ça, des fois. On comprend pas pourquoi ça tombe. On se fait engueuler direct. Moi, à peine j'arrive, je vois que... Bon, on n'est pas tolérant et tout, j'ai encore rien dit. Alors, merci Fiochoc, qui est content. Merci Dr Messix, il y a 6 minutes. Merci, donc, Mr Rainbowweed. Voilà, oui, je comprends mieux, là. Qui dit « Yo, les méchants ». Joyeux anniversaire, Antoine, me dit Tenworks. Train de la hype, me dit Train de la hype. Ilianas, merci Ilianas, il y a 1 minute. Et je n'ai raté que Mandrad. Merci Mandrad. Bah figurez-vous que ça va être mon anniversaire. Donc moi demain, pas manif. On fête mon anniversaire demain après-midi en petit comité. Pour être rentré avant 20h. Voilà. Ça va être compliqué, mais on va boire des coups comme si... je sais pas si on a le droit. Bah si, le confinement il est levé, pas plus de 6. Peut-être ça se trouve on sera 7, hein, je dis pas plus de 6. Merci Ozzy Ladies. Merci Corsen aussi. Et on fait ça demain... Bah, pas ici, hein. Pas ici, hein. IRL.
Ouais, on ferme les volets, on fait croire que c'est le soir, on met les lumières, on ferme les volets et... Pas con. Je vais avoir 35 ans. Tu te rends compte, 35 ans? 35 ans et là, je stream comme si j'étais un puceau. Puceau, moi? Alors là, on l'avait pas sorti depuis longtemps. Ouais. Si tu t'as fait à l'Elysée, on pouvait être 10. Ouais. Ouais, mais le homard, je n'aime pas ça. Ça me donne mal à la tête. Quand on m'en propose, je le refuse. On a les preuves. Tu fais pas tes 35 ans. Oh, c'est gentil. C'est pas vrai, mais c'est gentil. C'est pas vrai du tout. Où est le chat? Le chat est là. Le chat, je sais pas ce qu'il scrute. Il scrute. Là, il scrute. Qu'est-ce que tu scrutes, mémé? Vous avez entendu? Elle roucoule. C'est vrai, il y a quelqu'un dans le chat une fois qui a dit on dirait une tourterelle. Et c'est vrai, c'est une tourterelle. Bon, il y a quelqu'un qui me dit tu fais plus. Non mais ça va bien, ouais. Faut peut-être pas exagérer non plus. Bon, allez hop. Vous faites chier. Je fais 35 heures. Elle roucoule. Mais mère, tu viens roucouler là? Elle est partie scruter, mais plus loin et autre chose, donc je sais pas ce qu'elle fout. Tu fais grave les 35 ans, mais bon anniversaire quand même. Merci Julien. Bon, c'est pas grave, je fais vieux, je fais pas vieux, je m'en remettrai dans tous les cas. De vos jugements hâtifs sur le physique. De quoi je voulais parler en intro? Parce qu'en général, je parle de 2-3 trucs avant de démarrer, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je voulais dire qu'il y aura pas de live demain, il y aura sans doute pas de live dimanche non plus. Parce que je pense que, ouais, dimanche, non. Lundi, je vais commencer à me préparer à partir voir ma famille, si on a le droit de partir voir sa famille. Bon alors, les décideurs! Ça te va ça, les décideurs? Et il gueule direct. Merci, Strawberry. Et bah ça y est, en plus à chaque fois avec des trucs comme ça, c'est comme le homard, je n'aime pas ça. C'est ça la réalité dans les hôpitaux, des trucs comme ça. Après moi je les imprime et je sais plus, ce matin je me suis réveillé, je crois que la première truc que j'ai dit c'est les scientifiques. Et j'avais ça en tête, j'avais Bigard en tête quoi. Les scientifiques. Les scientifiques, il dit oui les scientifiques. Un petit remix Bigard, non. Alors on va pas parler de Marseille aujourd'hui. C'est les répliques qui marchent, puis je sais pas, j'aime bien le comique de répétition, mais du coup, moi ça me crame le cerveau ces conneries. Bon bah on va faire direct le programme du jour. Hein. Alors je vous ai choisi 4 articles pour bien déprimer, parce que bah c'est vrai qu'hier moi j'ai regardé les courbes, j'ai entendu France Info. J'entends France Info, j'entendais que bon, vous savez, il y a eu une courbe, on est bien monté, il y a eu la deuxième vague, le deuxième pic épidémique, puis on est retombé sur un plateau. Et là, j'entends que ça remonte. On n'est pas descendu à fond, que ça remonte déjà. Là, parce qu'ils ont voulu ouvrir les magasins. J'ai souligné sur Twitter que bah génial, du coup, on a tous fait nos courses pour Noël, mais du coup, on va peut-être pas pouvoir faire Noël. Et ils sont là à craindre que, mais ça va être horrible, à Noël, tout le monde va se retrouver, ça va faire un brassage. En fait, là, c'est bon, on est mal barré quoi. Ça se trouve, on va vers un 3e pic direct qu'on n'aura même pas eu le temps de redescendre du plateau. Vous voyez l'idée? Bon. 2 semaines après Noël, on va se faire défoncer. Bah, je crois que ouais, c'est possible. Ouais. Ils sont jolis tes cheveux aujourd'hui. Ouais, hier j'ai passé beaucoup de temps à les laver. Donc du coup, ils sont magnifiques. Donc je voulais vous en faire profiter. Puis avec l'éclairage, là, il brille. C'est bien. J'aime bien quand il brille comme ça. Je suis soyeux. Ça va être Noël sur Twitch. Ouais, on va se faire Noël en visio. Chacun va manger son truc en boîte chez lui. Les modèles mathématiques de mon hôpital prévoient la 3e vague pour mi-janvier. Oui, donc la vague de Noël, quoi, en fait. Et puis du jour de l'an, parce qu'il y en a qui vont se voir quand même pour le jour de l'an. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Mais enfin bon, oui, moi non plus, j'ai pas vu ma famille, globalement, depuis des mois. Alors, premier article, c'est le parti pris de Caroline Coq-Codorge, qui est la spécialiste santé de chez Mediapart. Les irresponsables de la République. Le président de la République a été testé... Hop, le café. Vous avez vu, j'ai une nouvelle tasse. Bigard, attends, qu'est-ce que tu dis? Bigard, il chiale. Quand les gilets jaunes parlent, ils disent que les flics sont des fachos. Mais ils chialent pour des masques. C'est vraiment un bourgeois.
Quoi? Bon, je comprends pas. Tu observes et déplores la remontée du nombre de cas, mais tu vas quand même voir ta famille? Eh ben, non, en vrai, je me pose la question. Je me pose la question. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Ce dont j'ai le plus peur, c'est de décevoir ma mère, tu vois, si j'y vais pas. Et elle va me dire, oh, tu fais chier, tu prends le prétexte pour pas venir, machin, tu vois. Moi, c'est ça. Peut-être plus ça, tu vois. Maman, si t'es dans le chat... donc du coup ça va, moi c'est plutôt ça, si tu veux. Moi dans l'absolu ça m'arrangerait bien de rester à Lyon et de pas me prendre le train, d'aller je sais pas quoi, ça me fait chier en vrai, ça me fait chier. Il y a toute la chaîne de pareil, va falloir faire gaffe. Bon, putain j'ai la même, vous voyez, vous êtes pareil. C'est ça la réalité. Elle est là la réalité. Perso, le repas de Noël, c'est non pour cette année, exactement la même situation avec Daron, mais je prends sur moi. Ouais, ben voilà, les Daron, elles sont déçues. Hein. Bon, bah, on va voir, de toute façon, on en reparle, puis on sera peut-être plus informé après la lecture de ces articles. Donc, le président de la République a été testé positif au Covid-19. Mercredi soir, à la table de l'Elysée, ils étaient 10 à table, enfreignant les règles. Aucune campagne de dépistage n'est pourtant prévue au sommet de l'État. Le discrédit est total, mais comment espérer que les Français suivent les consignes sanitaires quand les dirigeants ne les appliquent pas? C'est une bonne question. Hein, bon. Le risque d'écroulement du revenu des ménages les plus fragiles comme de ceux de la classe moyenne est élevé en 2021. On va parler d'économie avec la tribune de l'économiste François Perret qui alerte dans une tribune du Monde sur la nécessité de prolonger et de consolider les mesures de maintien des revenus des ménages et d'ouvrir le débat autour du revenu universel. On va en parler. Donc c'est une tribune, donc c'est pas un article, machin, tout ça. C'est une... Merde, putain, oh merde. J'ai foutu du café partout. Éponge. Esponge, mon jacouille. Esponge. Ah, j'ai du sopalin. Elle est là, la réalité. Putain. J'en ai foutu sur le bouquin de Nicolas Framont qui traînait depuis l'autre soir. Alors, moi, je l'ai un peu salopé. Mais l'autre soir, on a lu le premier chapitre de La guerre des mots de Nicolas Framont et Céline Derkaoui. Et voilà, très bon cadeau de Noël si vous voulez offrir des cadeaux de Noël. Derrière, c'est marqué « Parlez-vous bourgeois » sur le langage que les bourgeois nous ont imposé pour se décrire, pour nous décrire, pour vous décrire. La gauche, la droite, tout ça. Est-ce que c'est pertinent? On en parlait en début de stream. Qu'est-ce qu'on devrait dire pour dire nous, eux, quel clivage? Comment on devrait parler du travail? Voilà, ils proposent par exemple d'appeler la bourgeoisie la bourgeoisie. Et alors là, ça tombe bien parce que moi, je suis là-dedans depuis un certain temps. Et que je suis assez d'accord. Et moi je parlais plutôt des classes populaires, eux ils proposent plutôt de nous appeler la classe laborieuse. En gros c'est le prolétariat. Mais la classe laborieuse présente cet intérêt de nous unir, et pas de dire il y a les classes populaires. Le populaire est souvent défini par ce qu'il n'a pas, par ce qui lui manque. Le populaire c'est celui qui a pas de culture, c'est celui qui a pas de revenus, c'est celui qui a pas de... Voilà, on définit par notre manque. Laborieuse, on est défini par ce qu'on fait. Le prolétariat, c'est celui qui travaille, celui qui ne vit que parce qu'il travaille. Voilà. Donc c'est une des pistes, hein, c'est un des sujets abordés dans le bouquin, il y en a plusieurs, mais voilà, je vous le conseille. Pourquoi ramener au travail? Bah je sais pas, si t'arrêtes de travailler, t'as des revenus? Moi j'en ai pas. Donc voilà. Ça t'a plu d'improviser l'entretien ou tu t'es dit après coup que t'avais manqué plein de questions? Non, c'était sympa parce qu'en fait tout était frais dans notre tête, y compris dans le chat et tout. Ah oui, parce que on a commencé par lire un chapitre et puis quelqu'un est allé dire à l'auteur qu'on était en train de lire son chapitre, il est venu dans le chat et du coup après on l'a pris en audio pour une petite heure de discussion autour de son bouquin. Donc tout ça sera disponible, j'imagine, en replay un petit peu plus tard. Ouais, c'était une bonne soirée, on a passé 5 heures de stream. Bon alors on fera moins ce soir, hein. On fera moins ce soir, je pense m'arrêter vers 19h. Donc voilà, prends des parts chez Mediapart. Des Mediapart. Merci pour l'interview de Palombarini. Oui, elle était bien l'interview de Palombarini. Bah, je l'avais un peu plus travaillé, celle-là elle était pas improvisée, mais on a discuté à bâton rompu.
C'était vraiment bien. Bon, et il se passe plein de trucs extraordinaires, mais aujourd'hui c'est juste la grosse revue de presse. Alors je vous mets les articles, parce que là je vous ai lu les trucs, mais je vous ai pas montré les articles. J'ai fait n'importe quoi. Donc le risque d'écroulement, c'est une tribune de François Perret dans Le Monde. On va revenir sur la pauvreté qui est déjà là. On est passé de 9 millions à 10 millions de pauvres déjà, enfin de 8 millions à 10 millions je crois. Donc de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc de gens qui sont en situation de bonne précarité. Ça a à peine commencé, mais si ça continuait. Donc il propose d'ouvrir le débat autour du revenu universel. En vrai, le débat il est ouvert quand même depuis un certain temps. Moi j'ai déjà donné mes options là-dessus, mais on peut écouter les arguments, y a pas de souci. Les irresponsables de la République, donc voilà, ça c'est Mediapart, pour parler de ce fameux dîner. Merci à Héraclio, merci Héraclio pour ton 2e mois d'abonnement. Les irresponsables de la République, pour revenir sur le fameux dîner de Macron. Le petit point sur l'épidémie quand même en elle-même, avant ses conséquences économiques. Covid-19, le rebond épidémique fait craindre une période à haut risque à l'approche des vacances de fin d'année. Donc voilà, ça c'est l'article qui va peut-être nous permettre de trancher sur est-ce qu'on déçoit notre maman ou est-ce qu'on protège, y compris notre maman et les gens autour. Donc voilà, des chiffres, ça c'est bien, des chiffres, des courbes, ça a l'air très très sérieux. C'est fait par Delphine Roucotte et Camille Stromboni pour Le Monde, publié aujourd'hui même. Donc c'est un point aujourd'hui avec les données qu'on a. Et enfin, une enquête qui vient de sortir, les secrets du Qatargate, première partie d'une enquête en 3 parties qui va être diffusée sur Mediapart. Et vous savez, sur Mediapart, ils aiment feuilletonner. Une enquête de Yann Philippin, Platini, Sarkozy et l'Euro 2016. Petits arrangements interdits entre amis. Premier volet de nos nouvelles révélations sur le Qatargate, juste avant l'opération Qatar 2022. Moi, de souvenir, c'est qu'en gros, le Qatar avait peut-être un petit peu corrompu, je sais plus, Michel Platini pour qu'il aille un petit peu parler à Sarkozy pour que le Qatar obtienne les JO, je crois, je sais plus. Non, l'Euro. Donc pourquoi le Qatar aurait l'Euro? Bon, je comprends rien, mais on va voir un petit peu mieux. C'est pas dans l'Europe, le Qatar. Je comprends plus rien, moi. Donc bref, Michel Platini, qui se devait d'être neutre en tant que président de l'UEFA, qui a œuvré en secret avec le président Sarkozy pour sécuriser les 7 votes qui ont attribué en mai 2010 l'Euro 2016 à la France. Ah oui, donc c'est pas du tout le Qatar, mais qu'est-ce qu'il en fout là, le Qatar? Au même moment, Platini a obtenu des interventions de l'Elysée en faveur de l'UEFA et a reconnu face aux policiers qu'il n'aurait pas dû s'immiscer dans ce vote. Bon, on va en savoir plus en lisant l'article, parce que là je comprends rien. Mais c'est la Coupe du Monde au Qatar, 2022. Ah, d'accord, ok. Bon, bah de toute façon, vous allez choisir. Attendez, mais pourquoi l'article il a déjà démarré? Pourquoi il y a déjà un sondage? C'est pas moi qui ai fait le sondage. Qui a fait le sondage? C'est nouveau, ça. Bon, bah vous pouvez voter. Bon, bah votez et choisissez, on va lire dans l'ordre. Et puis moi, de toute façon, je m'arrache vers 19h. Donc, c'est nouveau, ça, maintenant. Il y a les modos qui font les sondages tout seuls. Eh ben, on n'arrête pas le progrès. Eh mais il a mis 2 minutes par contre. Il a mis 2 minutes de vote. Au lieu d'1 minute. Bon bah très bien, vous avez 2 minutes. Moi je vais rouler une clope encore. Pas grave hein. Elle est là la réalité de nos modos. Elle est là la réalité de nos modos. C'est la révolte. Ouais, c'est l'autogestion là. GG les autogestionnés. Et moi je peux voter moi? Est-ce que je peux voter dans le truc? Ah ouais, je peux voter, moi. Bah, je vais voter, tiens. Hop. Bah, je vous dirai pas pourquoi. Je vous dirai après pourquoi j'ai voté. Mais du coup, t'as pas mis les musiques. Bah oui, du coup, j'ai pas mis les musiques. J'ai été pris de court par le sondage. Des têtes vont rouler. Mais j'ai rien demandé, moi. J'ai voté Mélenchon. Bah là, y a pas de truc sur Mélenchon, là. Sarko et Qatar, on t'a vu? Non, j'ai pas voté Sarko et Qatar. Moi j'ai voté, je vous l'avoue, bah non, parce qu'après ça influence, donc je peux pas dire. Bigard, il s'est alors tu reviens sur Bigard. Bigard, il s'est désolidarisé des gilets jaunes quand ils ont traité les flics de fachos, mais ça le dérange pas de dire la même chose du gouvernement. Quand ils disent de mettre un masque. C'est vraiment un bourgeois. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Il disait que, bah, il est pro-flic, quoi, c'est un bourgeois, quoi. Et tendance, de toute façon, il a toujours été un petit peu complotiste. Théorie du complot. Brûlé sur le bûcher. Je fais un peu la Spalès. Théorie du complot. Waouh, tellement bigardesque.
Il a toujours été, il était déjà dans les bails du 11 septembre, Thierry Messant, tout ça. Avec Marion Cotillard, ils étaient vachement dans le truc complot, quoi. Je sais pas ce qu'il dit sur la 5G. Il y a 10% de Las Palais. Ouais, il y a 4 articles, vous les avez tous bien mis. Puis même, je trouve, tiens, je vais même complimenter la personne qui a fait le sondage. Hein. C'est très bien, comment dirais-je, nommer les trucs, c'est vrai. Covid, on va voir maman, très bien, très bon titre. Sarkozy et le Qatar, économie et classe moyenne, Covid et dîner Mediapart. Bon, c'est pas un dîner Mediapart, hein, mais Covid et dîner Macron, tu vois, Élysée peut-être, à la limite. Mais sinon, c'était bien nommé. Tu vas l'augmenter, mais je sais même pas qui c'est. J'ai rien demandé, moi. Ah, c'est Monsieur R. Bah merci, Monsieur R. Entièrement d'accord, quand je vois Bigard qui fait une vidéo Facebook où il comprend pas au début du Covid pourquoi on donne pas de chloroquine à tout le monde, c'est pathétique. Ah oui, 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 oui. Ah, c'était bien la chloroquine. Je sais pas s'il en démord maintenant. S'il a un peu lâché l'affaire avec la chloroquine, Raoult. Je sais pas. Ma sœur est à fond sur les complots, genre la 5G, Bigard. Je crois que Bigard, c'est un complot. Bigard lui-même, c'est un complot. Perso, maman, j'ai anticipé Noël et cancel. Peut-être qu'en fait, ce serait responsable qu'on dise Noël et cancel, quoi. Soyez responsable, attendez pas les consignes du gouvernement qui va pas oser le faire, mais peut-être que nous, faut qu'on dise cancel et Noël. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Tu streams chaque jour, mais c'est parce que là j'ai pas d'OLG jusqu'au 4 janvier, c'est les vacances. Donc c'est les vacances, autant en profiter pour bosser. Merci Cocopélis 139. Cette année, fête dans la fête, quoi? Fêter la fête, Noam chose, quoi? N'importe quoi. Alors, qui gagne? Eh ben c'est pas le point sur le Covid, vous avez pas envie d'entendre le point sur le Covid, on va parler plutôt, on va critiquer Macron, les irresponsables de la République, c'est ça qui gagne, critiquer le dîner de Macron, ensuite l'article d'économie sur les classes moyennes, donc l'article, c'est pas un article, c'est la tribune de l'économiste, en l'occurrence François Perret, et ensuite on démarre l'enquête Sarkozy, Euro 2016 machin. Et en dernier seulement, donc ça veut dire que si je veux qu'on lise celui-là, moi c'était celui-là que je voulais lire à tout prix, bon bah ça veut dire qu'il faut que je lise tout, il faut que j'ai tout fini avant 19h, donc ça va tracer les enfants. Hein. Merci Salomé qui a bien voté, elle a bien voté. C'est responsable. Et voilà, vous êtes irresponsable. Vous êtes absolument irresponsable. C'est normal que le dernier OLG n'est pas visible, il est visible sur Mediapart, voilà, et en accès libre évidemment. Mais il est sur Vimeo et pas sur YouTube. Moi aussi, je voulais savoir si je vais voir maman. Bah oui, bah tant pis. Les gens ont mal voté. Pour ça, hein, moi je crois pas qu'il faille faire voter les gens. Ils votent n'importe comment. Je viens de décoller un autocollant Génération Identitaire. C'est satisfaisant. Très bien. Entre Mediapart et Cotentin, ça va faire 3 fois que je lis cet article. Ah bah en plus. Bon moi c'est pas grave, on va le lire, hein, vous avez voté, moi je me plie au... En plus je pense qu'il est pas long, il fait qu'une page. Donc allons-y, on coupe la zik et on se lance dans la lecture de ce premier article. Voilà, zou, ça dégage. Alors, le président de la République a été testé positif au Covid-19. Mercredi soir, à la table de l'Élysée, ils étaient 10 à table, enfreignant les règles. Aucune campagne de dépistage n'est pourtant prévue au sommet de l'État, le discrédit est total, mais comment espérer que les Français suivent les consignes sanitaires quand leurs dirigeants ne les appliquent pas? Donc, petit parti pris hein, de la journaliste spécialisée santé pour Mediapart, Caroline Coq-Codorge. Ça sert à rien de voter, sinon ce serait interdit. Alors... Qui a bien pu penser, quelque part, sous les ors de la République, qu'il restait assez de crédit politique pour le dilapider en un dîner nocturne? Dans l'épuisant chaos de cette gestion de crise, il y avait un message plutôt clair. Alors, moi c'est vrai que quand j'ai vu les polémiques sur « Ah, le dîner, machin, tout ça », c'est vrai que je me suis dit « Bon, bah oui, mais enfin, on s'en doute bien, quoi, c'est pas dramatique. » Moi, j'ai eu tendance plutôt à relativiser, et me dire « Oui, bon, après, je comprends que l'opposition le défonce. » Parce que tout est prétexte, faut bien défoncer Macron, quoi. Mais je pense que c'est intéressant de lire le point de vue de Caroline Coq-Codorge parce qu'elle est en contact avec les services de santé toute l'année.
Elle suit les ARS, les médecins, les services hospitaliers, les trucs de réa. Elle est très au point, donc du coup, elle a une conscience assez grave de cette question. Là où moi, bon, j'ai moins les pieds dedans, j'entends moins des médecins qui se plaignent toute la journée, des malades qui meurent, des trucs comme ça, donc du coup, peut-être que je suis un peu... voilà, faut pas avoir toujours confiance en son point de vue, ça vaut le coup d'écouter les autres, hein, on l'a dit en début de live, et donc du coup, écoutons ce qu'en pense Caroline Coq-Codorge, comme après on écoutera ce que pense l'économiste sur le revenu de base, là, l'économiste François Perret. Alors, hop... La pauvre, elle s'en prend plein la gueule de la part des abonnés qui disent que c'est qu'une grippe, putain. Bon allez, je vais écouter la lecture en cuisinant des truffes chocolat blanc coco. Mais c'est passionnant ça. Bah écoute, bonne lecture et bonne truffe. Donc bon voilà, elle est vénère. Hein. Dans l'épuisant chaos de cette gestion de crise, il y avait un message plutôt clair, répété avec une certaine constance depuis quelques semaines. Pas plus de 6 à table, a dit Emmanuel Macron le 14 octobre aux 20h. Les yeux dans les yeux avec les Français. C'est une règle dont je voudrais que chaque citoyenne et citoyen se l'approprie pleinement. Le président de la République a été testé ce jeudi matin positif au coronavirus. Or, hier soir, révèle Le Point, il dînait avec des membres de la majorité et de sa garde rapprochée. Alors on a vu le plan de table circuler sur Twitter, il y avait du beau linge. Il y avait donc le Premier ministre Jean Castex, évidemment, le secrétaire général Alexis Keller, l'impayable, le président du groupe LREM à l'Assemblée Christophe Castaner, le président du Modem François Bayrou, etc. Donc il y avait aussi... merde, comment il s'appelle Bon, il y en avait d'autres. Ils étaient 10. Donc, bref, il n'était pas 6 à table, mais une dizaine. Ce dîner n'était pas à l'agenda du président et s'est terminé à minuit et demi, enfreignant au passage le couvre-feu fixé à 20h. Ah bah dis donc. C'était même pas un écart. Alors que les Français s'apprêtent à se priver d'une partie de leur famille le soir de Noël, mardi, le président de la République a déjeuné avec les 9 présidents de groupe de l'Assemblée. Ils étaient 11 à table, puisque le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, était également présent, comme au dîner du mercredi soir, en habitué. Lundi, Emmanuel Macron a encore déjeuné avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, le président du Conseil européen, Charles Michel, le belge, et Ángel Gurría, le secrétaire général de l'OCDE. Ángel Gurría, je ne sais pas qui c'est. La crise de confiance tient moins au discours qu'au décalage entre les discours et les actes, vient pourtant d'oser affirmer Emmanuel Macron dans un entretien de haut vol qu'on peinerait à résumer, où il évoque son rapport à la langue française et au discours politique. Si vous, ou moi-même, nous tombons malades demain, c'est que nous n'aurons pas fait attention... Ah non, c'est pas Macron ça. C'est que nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire. C'est une question de responsabilité. Sermonné quelques semaines plus tôt Richard Ferrand, 4e personnage de l'État. Donc le président de l'Assemblée nationale. Ouais, donc ah oui, j'avoue, c'est vrai que quand tu mets en regard les trucs... Ah bah, il parle là, vas-y. C'est que chaque citoyen, il suffit pas d'avoir peur. Il suffit pas d'être en colère. Il faut aussi faire attention. Parce que si vous, Madame Bécard, vous, Monsieur Badou, ou moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire, soit parce que... Quand on tombe malade, c'est nécessairement de notre faute. Non, c'est pas une question de faute, mais ça veut dire qu'à un moment donné... Comment ? Non, c'est fort de café à entendre. Non, c'est pas fort de café, c'est l'exacte vérité. Ça veut dire que on ne s'est peut-être pas suffisamment lavé les mains, que l'on n'a peut-être pas suffisamment gardé le masque. Chacun d'entre nous doit être en vigilance pour les autres et pour soi-même, en survigilance. Et c'est quand on se relâche que, en effet... eh bien, on laisse ce virus nous attaquer. Et donc, nous devons chacun, pour les autres et pour nous-mêmes, être en très très grande vigilance. Et c'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. C'est que chaque citoyen... Voilà, il nous appelle à notre responsabilité individuelle, et c'est vrai que le décalage entre... Moi, j'avais pas entendu ces discours-là, donc c'est vrai que le décalage entre les mots qu'il prononce et le fait qu'il était présent à tous les dîners possibles à l'Élysée... Les prenant au mot, on peut affirmer qu'il y a des irresponsables à la tête de la République. Oui, parce qu'il a parlé de responsabilité, donc c'est pour ça qu'il le retourne comme une veste, comme un gant. Elle le retourne comme un gant en disant, bah c'est eux les irresponsables. Les femmes et les hommes politiques, en raison de leurs nombreux contacts, présentent de hauts risques de contracter et de propager le virus. On l'a vu, tous les chefs d'État ou presque l'ont chopé ou ont failli le choper. Évidemment, eux, ils se baladent, ils font des trucs, on peut pas arrêter la marche de l'État. Donc voilà, on se rappelle aussi que pendant le confinement, Macron nous a fait quasiment un tour de France, il est allé un peu partout. Voilà. Macron, putain...
explosion, quoi. Donc, évidemment, ils vont propager le virus. Au printemps, le coronavirus a circulé à l'Assemblée nationale. Le député Les Républicains du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer, en a réchappé de justesse. Il circule de nouveau au cœur de l'État, de déjeuner officiel en dîner officieux, de conseil de ministres en conseil européen. En tout autre lieu, une urgente campagne de dépistage serait conduite au plus vite. Là, l'Élysée s'en tient à la définition très lâche du cas contact. Un contact à moins d'1 mètre, quelle que soit sa durée, ou de 15 minutes dans un lieu confiné. Les palais de la République autorisant la distanciation sociale, c'est vrai qu'ils sont grands, seuls Jean Castex, Richard Ferrand et Alexis Kohler sont considérés comme des cas contacts, a communiqué l'Élysée. Bah oui, si c'est bien aéré. Hein, mais bon, ils étaient 10 à bouffer. Je vous rappelle que le truc le plus gênant, c'est qu'en fait, t'enlèves ton masque pour bouffer, et donc il y a des trucs en suspension dans l'air, et puis évidemment, sur la table, machin, mais les micro-gouttelettes, je sais pas quoi, qui sont en suspension dans l'air, qu'on peut tout à fait respirer, et c'est pour ça que qu'on a fermé les restos, quoi, parce que les gens enlèvent leur masque. Et donc peuvent être contaminés comme ça, même loin, en fait, même loin. C'est pour ça qu'on dit d'aérer. Et préférer les espaces... les grands espaces, les grands lieux. Bon là en l'occurrence c'est une grande pièce, donc ils se disent bon bah on va pas emmerder tout le monde, on va prendre que ceux qui étaient à côté de Macron, donc Jean Castex, Ferrand et Alexis Kohler qui étaient à 1 mètre, voilà. Pendant ce temps, tous les habitants du Havre sont invités par le maire et ancien Premier ministre Édouard Philippe à la première campagne de dépistage massif financée par l'État. Jusqu'ici, il n'afflue pas. Pourquoi suivraient-ils les tristes consignes sanitaires quand leurs dirigeants ne se les appliquent même pas ? Comment alors éviter une nouvelle explosion épidémique avec les fêtes de fin d'année ? Surtout qu'il y a un truc, dépister, certes on le fait, par contre ce qu'on fait pas c'est isoler. Parce que contrairement à d'autres, ah oui tiens, il y a Rio qui me demande si on peut toucher un mot pour la pétition de l'AAH. Je l'ai relayé sur Twitter, la pétition de l'AAH, tu peux la mettre dans le chat, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de permettre aux gens qui vivent de l'allocation adulte handicapé que celle-ci ne soit pas conditionnée à leur couple, vous voyez, qu'elles touchent pas moins si elles sont en couple ou je sais pas quoi, pour permettre plus d'autonomie, etc. Mais c'est-à-dire c'est un truc qui peut même jouer un rôle dans les violences faites aux femmes. Voilà, si quelqu'un, tu sais que ton AH, elle est nominative, elle est juste à toi, et qu'elle dépend pas aussi des revenus de ton conjoint, on te l'enlève et puis on te la remet, et puis je sais pas quoi. Si j'ai bien compris, c'est ça, il me semble, le truc de la pétition. Oui, vas-y, partage. Merci, Maître Cantinier, qui dit Joyeux Noël. Non, t'as osé Noyeux Joël ? C'est un ban, ça, normalement. J'ai 200 balles de la hache qu'on sautait, moi, bah voilà. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça, si j'ai bien compris. En tout cas, la pétition, voilà, vous pouvez la remettre dans le chat. Pétition Sénat. Je sais pas à combien on en est là. Petite incise, désolé, mais c'est vrai que c'est important. On en est à 20 000 signatures. Il faudrait 100 000 pour que le Sénat soit contraint de se pencher sur le sujet. Donc je la remets dans le chat. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller signer cette pétition. On continue. Pardon pour cette incise qui est néanmoins importante. Faute d'avoir su éradiquer le virus. Ah oui, je vous parlais de isoler. Voilà, ça c'est des pays qui l'ont fait. Prendre des grands hôtels qui de toute façon sont pas extrêmement fréquentés en ce moment. Pas des grands hôtels dans le sens un grand hôtel avec plein d'étoiles. Mais prendre des hôtels et les réquisitionner pour mettre les patients à l'isolement là-bas. Dès qu'ils sont... parce que là, tu vois, tu peux tout à fait te faire dépister et en fait rentrer chez toi, continuer de contaminer ta famille, etc. Donc voilà. Nous, on n'a pas beaucoup isolé. Mais alors, comment éviter ? Ça, on l'a dit. Faute d'avoir su éradiquer le virus, à l'image de la plupart des pays asiatiques, qui eux ont beaucoup isolé, la France ne parvient qu'à freiner sa circulation, en limitant les contacts à risque. Or, les repas jouent un rôle central dans la propagation du virus, comme l'ont montré de nombreux exemples de super-contamination à l'étranger, et comme le confirme enfin la première étude française sur les lieux de contamination au SARS-CoV-2, publiée par l'Institut Pasteur. C'est une étude d'ampleur réalisée avec l'assurance maladie, Santé publique France et l'Institut Ipsos auprès de 30 000 Français testés positifs entre le 17 et le 29 octobre dernier. Elle rappelle à quel point le virus est contagieux, se jouent des gestes barrières au moindre relâchement, passent inaperçus chez de nombreuses personnes. 35% des cas positifs interrogés ne savent pas comment ils ont été contaminés, 44% connaissent la personne source et 21% suspectent un événement particulier. L'importance des contaminations à l'intérieur des familles est confirmée. Quand la personne source est connue, elle est, dans 35% des cas, à l'intérieur du foyer, et la plupart du temps, ce sont les conjoints. Quand la contamination a lieu à l'extérieur des foyers, elle survient dans un tiers des cas dans le cercle familial,
puis dans le milieu professionnel, puis dans le milieu amical. Et les repas jouent un rôle central dans ces contaminations, que ce soit en milieu familial, amical ou à moindre degré professionnel, insiste l'Institut Pasteur. Les bureaux partagés sont également importants en milieu professionnel. Donc voilà, toujours cette histoire de gouttelettes en suspension dans l'air et le moindre relâchement, c'est dead. Se laver les mains évidemment, parce que les gouttelettes peuvent aussi retomber sur les surfaces. Vous pouvez toucher les surfaces et ensuite vous touchez le visage, manipuler votre masque, etc. Ça, pareil, on imagine que dans les lieux de travail, même en portant le masque, ce problème se pose. Mais ça se pose d'autant plus dans les lieux où on bouffe ensemble. L'utilité du masque est confirmée. Il n'a été ni porté par la personne source, ni par le cas index dans 93% des cas de contamination dans la sphère privée, et 45% dans la sphère professionnelle. Merci qui ? Merci Veuve Chico qui a offert un abonnement à Moutarde Bleue. Merci à toi Veuve Chico. Donc voilà, porter le masque, dans 93% des cas de contamination, le masque n'était pas porté à un moment, il y avait eu un relâchement. L'étude rappelle aussi l'importance d'aérer. Le contact a eu lieu en intérieur, fenêtre fermée, dans environ 80% des cas. Pareil, je vous l'ai dit, on avait fait un entretien aussi sur Twitch avec Christian Lehmann, qui rappelait que on avait beaucoup pénalisé les gens, on avait beaucoup dit la contrainte, le masque, il faut porter le masque, c'est obligatoire, voilà. Et mais on n'avait pas dit aux gens des trucs plus simples comme n'oubliez pas d'aérer, qui sont des trucs un peu plus positifs, qui sont des trucs un peu moins où tu engueules les gens, tu leur mets des amendes, tu leur dis juste aérer chez vous, aérer aérer les bureaux, aérer partout où vous pouvez, merci. Praxis, jeu de mots lettrés. Un conseil, 93% dans le foyer, oui. Il ne faut pas porter le masque, c'est dangereux. L'utilité du masque est confirmée, donc voilà, ça c'est bon. L'étude évalue également le risque d'être contaminé. Certaines professions sont plus à risque. Les cadres administratifs, les professions de santé évidemment, les ouvriers de l'industrie, les chauffeurs. Avoir participé à une réunion professionnelle ou familiale est aussi un facteur de risque, comme la fréquentation des bars, restaurants et salles de restaurant. Bon là, pour le coup, le problème se pose moins, mais c'est vrai que les bars et restaurants avait dit ouais c'est pas prouvé que c'est chez nous on prend cher machin. Bon bah non, si apparemment c'est un facteur de risque, donc on a bien fait de les fermer temporairement. Le risque augmente avec le nombre de personnes vivant dans le foyer ou encore avec la pratique du covoiturage. Bah oui, un petit espace, fatalement à moins de rouler la fenêtre ouverte. Revient ce même paradoxe avec les enfants. Ils sont rarement identifiés comme des sources de contamination. Pourtant, vivre avec des enfants qui fréquentent la crèche, l'école primaire ou maternelle, le collège ou le lycée représente un sur-risque d'être infectés. Pour les auteurs, cela prouve une nouvelle fois que les enfants sont peu ou pas symptomatiques, mais ils peuvent transmettre, n'en déplaise au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. D'une manière étonnante. Non, il est bien cet article, parce qu'il rappelle des choses qu'on savait, il confirme des choses qu'on soupçonnait. Donc c'est intéressant. D'une manière étonnante, le personnel enseignant parvient à se protéger du virus, il est moins à risque que le reste de la population. Cela montre l'efficacité du port du masque, mais aussi leur respect des gestes barrières. Waouh, on félicite les enseignants au passage pour leur respect des gestes barrières. Et c'est très bien. Mais après, voilà, les enseignants, eux, se protègent bien, mais les gamins, mais bon, on peut pas les engueuler, c'est des gamins. Plus surprenant encore, les étudiants sont eux aussi moins exposés. Pourtant, les jeunes ont été très touchés par le virus cet été, les auteurs ont une explication. Quand l'étude a été réalisée à l'automne, les universités étaient fermées, ce qui a permis de contrôler la circulation du virus dans cette population. Manque dans l'étude le personnel politique, mais l'agenda des derniers jours d'Emmanuel Macron montre qu'il persiste dans de nombreux comportements à risque. Le président de la République clôt donc à l'isolement cette année tragique, parachevant le riche bêtisier politique. La séquence est symptomatique de la conduite politique de cette crise sanitaire. Des mesures drastiques prises au pied du mur, puis le déni, l'oubli, le désir de vivre avec le virus, qui est le désir du monde d'avant. Voilà, très bien, très bon article. Il aurait pas lu ça, Host, ce matin? C'est possible, je sais pas, j'ai pas écouté la matinale d'Host. C'est pas obligatoire, hein? Il ne faut pas porter le masque, c'est dangereux. Ensuite, économie. François Perret nous alerte sur le risque de déclassement des classes moyennes.
Alors lui il dit carrément la classe moyenne, hein, on a vu ce qu'il fallait penser aussi de cette catégorie, mais bon, il est économiste, il est pas sociologue. Le risque d'écroulement du revenu des ménages les plus fragiles comme ceux de la classe moyenne, donc si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation du terme classe moyenne, comment il est arrivé, comment il s'est propagé, quels sont les effets de son utilisation, je vous renvoie encore une fois à la guerre des mots et à l'entretien qu'on a mené, la lecture qu'on en a faite avant-hier je crois, avant-hier. Si vous avez ça, vous pouvez aller dans les replays, vous trouverez ça. Vous parcourez la barre et vous verrez à la fin il y a une interview avec l'auteur et au milieu on commence à switcher sur le bouquin quand on a fini les articles. Donc l'économiste François Perret alerte dans une tribune au Monde sur la nécessité de prolonger et de consolider les mesures de maintien des revenus des ménages et d'ouvrir le débat autour du revenu universel. Alors, on va regarder une petite biographie, c'est important, une petite biographie de François Perret, qui a sans doute sa page Wikipédia, j'espère. François Perret, itinéraire d'un chef pâtissier, ça doit pas être lui, hein. Ça doit pas être lui. Mais le chef pâtissier est plus connu que l'économiste. François Perret, Wikipédia. Alors, François Perret, haut fonctionnaire, bah c'est peut-être lui. Haut fonctionnaire, bah c'est pas un inspecteur général de l'éducation nationale. Putain, il y a trop de François Perret. Pour les articles homonymes, voilà, François Perret, il y en a combien? Il y a un haut fonctionnaire et il y a un pâtissier. Bon, bah on n'est pas bien avancé là. Bon, je vais taper François Perret, économiste. Économiste. Ah mais ça se trouve il s'appelle pas François Perret, je me suis planté. Mais si, il s'appelle complètement François Perret. Économiste, c'est qui? Directeur général, Pacte PM. Ah, il y a sa fiche LinkedIn. C'est lui ça? Non, moi je veux pas... Non, ben non, moi j'ai pas de LinkedIn, moi. LinkedIn, je pense qu'il faut dire. François Perret, le risque de... Bah oui, ouais, du coup tu tombes là-dessus. Tous engagés dans un capitalisme rénové et responsable. Bon, c'est un capitaliste, rassurons-nous, tout va bien. Il a un Twitter aussi, tiens, il a un Twitter. Qu'est-ce qu'il dit sur... Ah bah c'est lui, il est beau. Co-président de l'Institut Anaxagore, ambassadeur épargne salariale de la loi Pacte. Bon bah c'est un... L'Institut Anaxagore est un think tank indépendant, soutenir la transformation des entreprises françaises et s'assurer que les lois ne viennent pas entraver leur développement. Waouh, c'est un libéral. S'assurer que les lois ne viennent pas entraver leur développement. Donc on va lire une tribune. Bon, on l'avait dit, hein, on l'avait dit que le revenu de base allait nous être proposé par des libéraux. On vous l'avait dit que ça allait être une solution, une roue de secours du capitalisme. Eh ben, on va écouter comment cet économiste capitaliste libéral, bien libéral, nous vend le revenu de base comme gestion du choc économique qu'on va subir. On est d'accord que c'est le bon, hein. Ah, il est de droite de ouf. Allons-y. Bien que contenu par les mesures d'urgence adoptées par le gouvernement, donc la petite lèche au gouvernement, le choc sur le revenu des Français causé par la crise actuelle est déjà rude. Certes, la dynamique salariale au second semestre laisse davantage penser à une pause qu'à un effondrement. Dans le secteur privé, les salaires ont continué d'augmenter de plus 0,2% au troisième trimestre 2020, mais bon, ça c'est une moyenne, ça veut dire que ça peut être une augmentation pour les cadres et pas pour les autres. Et de plus 1,4% sur un an selon les dernières données livrées par la DARES, la direction des affaires de je sais plus quoi d'ailleurs. C'est quoi la DARES? Ah oui, c'est ça. La direction des affaires statistiques, machin, mais ils font du ministère du Travail, ils font un rapport tous les 2 ans, la DARES, qui est en général, ou tous les 4 ans, je sais plus. Enfin, ils font un gros rapport tous les 2 ans et tous les 4 ans de statistiques, qu'en général on lit pour OLG aussi, enfin on en lit le résumé. Hein. Donc la direction de la recherche du ministère du Travail. Par ailleurs, les salariés au SMIC ayant préservé leur emploi ont aussi préservé leur niveau de vie avec un taux de remplacement de 100% de leur salaire dans le cadre du dispositif de chômage partiel. Mais... Bon là il parle pas de ceux qui se sont retrouvés au chômage en fait. Mais le risque d'écroulement des revenus des ménages les plus fragiles comme de ceux de la classe moyenne est particulièrement élevé pour l'an prochain. L'arbitrage des employeurs entre salaire et emploi dans cette période de baisse d'activité, plus encore dans les services que dans l'industrie, se fait déjà au détriment des premiers, c'est-à-dire au détriment des salaires. Et cela commence à grincer dans les entreprises. Chez Valeo, Lissi, STM Microélectronique, là, ou encore Derichebourg, tous soumis à d'importantes réductions de commandes, les démarches entamées par la direction pour conclure avec les syndicats un accord de performance collective, APC, alors les accords de performance collective, c'est un truc qui a été permis par la loi travail, la 1, je crois, je sais plus si c'est la 1 ou la 2,
la loi travail 1, qui permet en gros de soumettre aux employés, et donc aller au dialogue social, bah écoutez, on va vous payer pareil, mais vous allez faire plus d'heures, parce qu'il en va de la survie de l'entreprise et des performances collectives. Ou à l'inverse, vous allez faire autant d'heures, mais vous allez être payé un peu moins, parce que performance collective, machin, tout ça. Donc bref, ils ont commencé à entamer des démarches dans ce sens-là, donc ils parlent de ST Microelectronics, d'Erichbourg, Valeo, Lissy. Et donc ces accords de performance collective, hein, c'est une vraie saloperie, hein, ont suscité une forte inquiétude et des résistances. Une partie des représentants des salariés refusent de signer un texte, on les comprend, qui aboutirait à geler le salaire, même en contrepartie de garanties de préservation de l'emploi. C'est la seule contrepartie qu'ils veulent bien donner, c'est on vous vire pas. Ça s'appelle vraiment du chantage, hein, littéralement. On va vous préserver l'emploi, donc désolé, mais pour vous garder, faut vous baisser votre salaire. Comme chez Aéroport de Paris il y a quelques semaines. Un peu partout, le climat social au sein des entreprises... Alors là, en l'occurrence, ils disent gelé, mais ça peut être baissé. Un peu partout, le climat social au sein des entreprises se dégrade. Une étude conduite mi-novembre par l'institut de sondage Via Voice, le baromètre des décideurs... Les décideurs! Ça te va, ça, les décideurs? Montre clairement que tant que les décideurs... tant les décideurs que l'échantillon grand public interrogé sont certes prêts à quelques menus efforts pour préserver l'emploi, hein, flexibilité du temps de travail par exemple, mais certainement pas à des coupes salariales, que seuls 14% des répondants se déclarent disposés à consentir. Bon, les gens veulent bien être plus souples, mais voilà, on sait bien que les décideurs sont aux ordres du pognon. Derrière cette perception, une réalité implacable, donc une réticence qui montre bien que structurellement, moins d'un salarié sur deux, 46% précisément, considère déjà son niveau de rémunération comme équitable. Bon, en gros, vous me mettez pas moins, hein. Selon une récente étude de Segos, Climat Social 2020, baromètre Segos de novembre 2020. Derrière cette perception, une réalité implacable, la montée des inégalités de revenus au cours des dernières années. Eh oui. Les inégalités, pareil, on vous renvoie, les inégalités, c'était aussi dans le bouquin de Framont et d'Erkaoui. Jules, vous avez une rage incroyable. Bah oui! On se fout de notre gueule! On nous prend pour des cons! C'est vrai qu'ils nous prennent pour des cons quand même. Les premières données issues du premier rapport de l'Observatoire des inégalités paru en juin 2020, rapport sur les riches en France, pareil les riches. Lisez le bouquin, hein, vraiment, vous allez voir, il y a tous les mots là, il a tout le bingo de comment parlent les bourgeois, les riches, les inégalités, les classes moyennes. Plutôt que de parler de rapport de classe, quoi, parce que là on est clairement en train de parler d'un rapport de classe entre ceux qui veulent nous faire bosser et ceux qui vont bosser. Suggère qu'une part toujours plus restreinte, donc ce rapport là sur les riches, suggère qu'une part toujours plus restreinte de la population, 8,2%, dispose de revenus au moins 2 fois supérieurs au revenu médian, 3 542 € mensuels pour une personne après impôts et prestations sociales, tandis que plus de 9 Français sur 10, 91% précisément, ont un niveau de vie inférieur au double de niveau de vie médian. Ça veut dire qu'en gros, en haut, ça s'envole, et sinon, pour les autres, ça stagne un peu. S'attaquer de front aux écarts de revenus au sein de la population française n'a jamais été vraiment une priorité, faisant consensus. Bah, chez vous, chez les bourgeois, ça fait pas consensus. Chez nous, ça fait consensus. Car le sujet oppose toujours de manière caricaturale... Allez, vas-y. C'est caricatural d'opposer les riches et les pauvres. C'est caricatural d'opposer la classe laborieuse aux bourgeois. Le sujet oppose toujours de manière caricaturale les tenants de l'efficacité économique, mais appelle ça la bourgeoisie. Merci Nonote35, je suis contente, je vois enfin le live en live. Et bah bienvenue, vous allez voir, il y a une bonne ambiance. Donc les décideurs qui insistent toujours... Donc les tenants de l'efficacité économique, d'une part, qui insistent toujours sur le coût exorbitant de la réduction des inégalités. On peut pas, parce que ça coûte cher, on peut pas augmenter les salaires, puis sinon les riches ils vont partir, etc. Enfin, augmenter les salaires de ceux d'en bas, hein, parce que ceux d'en haut ils augmentent, t'inquiète pas. Et ceux qui, au nom de l'équité, le minimisent. Au nom de l'équité, ils vont minimiser... quoi ? Ils vont minimiser quoi? Le sujet oppose un tenant de l'efficacité économique qui insiste toujours sur le coût. Ah oui, qui minimise le coût exorbitant de la réduction des inégalités. On minimise le fait que ça coûterait pas si cher. Enfin, on est là à dire ouais, c'est bon, hein, ça coûterait pas si cher que ça, c'est pas si dangereux. Je vais enlever le chat parce que vous pouvez pas lire l'article en même temps que moi tant qu'il y a le chat qui s'affiche. Merci Elgor Minator. On peut pas dire qu'il soit passionnant le Gus, bah c'est de la doxa économique là, jusque là c'est vraiment le langage de la bourgeoisie. Bref, il va nous proposer des solutions, hein, d'où l'échec de mesures un peu abruptes, telles que la proposition de loi visant à limiter les écarts de revenus à 12 fois la moyenne du décile des salaires les plus bas, portée par le Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale en juin. Donc ça, évidemment, ils en ont pas voulu. Monsieur
la baisse des inégalités, ils n'en ont pas voulu. Mesure a priori généreuse, mais qui sous-estime l'enjeu de l'attractivité des rémunérations élevées à l'heure de la mondialisation. À l'heure de la mondialisation, il y a tous les poncifs, quoi. Mais tous les poncifs qui sonnent très années 90, quoi. On peut plus parler comme ça aujourd'hui, quoi. C'est plus possible. Alors que l'année 2021 s'annonce des plus agitées sur le front de l'emploi et des revenus, poursuivre le débat entre efficacité économique et équité serait vain. Ah, monsieur a trouvé une solution apparemment, c'est très bien ça. Car la réduction des inégalités de revenus est non seulement favorable à la cohésion sociale, comme on peut l'imaginer, mais comporte aussi des bénéfices économiques. Ah bah si ça comporte des bénéfices économiques, elle favorise l'accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation des moins aisés. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler aux bourgeois. Faut leur dire, on veut bien faire un peu de baisse des inégalités parce que vous allez voir, au final, là vous vous rendez pas compte, mais au final ce sera utile pour l'économie. Bah oui, abruti. Elle augmente aussi les chances de financer notre avenir. Des classes moyennes endettées, vivant dans la précarité, c'est pas seulement un drame humain et une injustice sociale, c'est aussi un obstacle au financement des priorités de notre pays, au rang duquel figure la transition énergétique. Ah, monsieur a une petite conscience écolo, ça fait plaisir. Puis je rajouterais que c'est un facteur de risque, hein, l'endettement des classes moyennes, l'endettement des ménages privés. On l'a vu évidemment lors de la crise des subprimes, c'était ça un des enjeux. Et puis là, on peut le voir avec la crise de la dette étudiante, on peut le voir avec... là aujourd'hui, j'ai appris hier aussi qu'il y avait un problème parce que les gens ont pris des crédits à la consommation. Pour plusieurs milliards d'euros à l'échelle du pays. Plusieurs milliards de crédits à la consommation qui sont difficilement remboursables dans un contexte où des gens ont perdu leur emploi, ça s'est précarisé, etc., quoi. Donc du coup, bon, ça va être voilà, l'endettement des ménages, il est en train de se dire c'est peut-être pas une bonne chose, faudrait peut-être quand même aider un peu les gens. Merci du con. Donc et puis en plus, il y a le problème écologique. Merci Kailtas, merci Kailtas pour ton Prime, ton 3e mois de Prime. Par conséquent, il faut se réjouir de l'annonce récente faite par le gouvernement d'un revenu garanti de 900 € par mois pour plusieurs centaines de milliers de travailleurs précaires, saisonniers, intermittents, événementiels, etc. jusqu'en février 2021. Mais cette initiative doit être regardée comme une toute première marche. La priorité sociale doit être d'ouvrir clairement le débat, sans doute mal posé en 2017, là c'est la faute à Benoît Hamon, autour du revenu universel, qu'on l'appelle socle citoyen, voilà, comme la députée Valérie Petit de Agir Ensemble l'a nommé devant la... Ah, Agir c'est les mecs de LR plutôt proches du gouvernement, il me semble, hein. Agir Ensemble. Je dis peut-être des conneries, hein, mais pour moi, c'est les gens de droite pro-Macron. Donc elle avait fait une proposition qui allait dans ce sens, député français, enseignante chercheuse, elle a rejoint La République En Marche, puis est élue députée de machin. Ok, bon, c'est ça, on est dans du centre-droit. Un petit air de... Merde, comment elle s'appelle Véronique Jeuneste. Le nouveau groupe Agir Ensemble. Alors le groupe Agir Ensemble, dont elle est la porte-parole, il est formé par des députés Agir issus des groupes UDI, Agir et indépendant, un peu de La République En Marche, oui c'est ça, c'est exactement ce que je disais, c'est des mecs de droite qui veulent bosser avec le gouvernement. Et donc elle proposait pas le revenu de base parce que ça fait peur, puis parce que Benoît Hamon a raté un petit peu le débat, bon, il a pas pu le porter de toute façon, il avait pas de troupes, il a perdu des gens, enfin ça a été compliqué, mais elle a dit on a qu'à appeler ça socle citoyen, donc vous voyez, hop, ça revient par la droite. Comme quoi quand on vous disait que cette soi-disant mesure de gauche de Benoît Hamon était pas si de gauche que ça, et que les néolibéraux allaient pas tarder à nous la proposer, on n'avait pas tort, mais bon, on nous écoute jamais. En attendant, la loi de finances pour 2021, actuellement en discussion au Parlement, devra plus que jamais protéger ceux qui pourraient perdre leur emploi prochainement ou subir des baisses de revenus. De la même manière, notre responsabilité collective et celle des employeurs en particulier, c'est de bien entendre que les rémunérations ne sont pas l'ennemi de l'emploi. Au-delà de leur premier objectif, qui est d'offrir une vie digne à nos concitoyens, mais bon, ça on s'en fout, hein, c'est pas l'argument qui va vous convaincre, vous les gens de droite. Le vrai argument de droite, c'est qu'elle contribue sous différentes formes, le salaire mais aussi les dispositifs variables d'intéressement et de participation, à renforcer la démocratie au sein de l'entreprise. In fine, leur progression servira aussi à la cohésion nationale, la reprise économique et contribuera à la préparation des mutations de notre économie et de notre société dans les années à venir. Voilà, si l'idée d'une vie digne, ça vous intéresse pas, regardez tous les arguments que monsieur déploie ensuite. Bon, c'était pas très intéressant, mais c'était un bon signe quand même de l'ère du temps et du fait qu'on avait raison sur le revenu de base. Ça n'est pas une proposition révolutionnaire de gauche du tout. Bingo de droite, oui c'est ça. Et on va passer à l'article sur la révélation Mediapart. Abonnez-vous, évidemment.
Platini, Sarkozy et l'Euro 2016, petits arrangements interdits entre amis, et je pense qu'on n'aura pas le temps, je sais pas, de faire le point sur le Covid. Premier volet de nos nouvelles révélations sur le Qatargate. Juste avant l'opération Qatar 2022, Michel Platini, qui se devait d'être neutre en tant que président de l'UEFA, a œuvré en secret avec le président Sarkozy pour sécuriser les 7 votes qui ont attribué en mai 2000. Je devrais peut-être faire un petit jingle entre chaque article pour qu'on sente qu'on passe à un autre sujet. Peut-être que je devrais préparer ça. On s'en fout de cet article. Non, on s'en fout pas. C'est des révélations. Quand on est amateur de football... Non, je vais me rouler une clope déjà, puis je vais vous lire un petit peu dans le chat. Osef des jingles, bah peut-être pas, peut-être que moi j'ai envie de faire des jingles. Parce qu'avant on nous disait il faut pas de jingle, c'est dangereux. Bonne idée le jingle, hein. Ben oui. Voilà, vous dites oui. Tu devrais juste faire une petite pause de 2 à 3 minutes entre les articles. Ouais. Si c'est une musique de Mario Kart, 100% les jingles. Voilà, Srae, t'as tout compris. Je suis tiraillé entre on s'en fout du foot, mais c'est les magouilles de Sarko, donc on s'en fout pas. Bon, on va parler corruption des élites. Nos élites corrompues. Que ce soit Platini ou Sarkozy, ou même Spinozzi. On veut des révélations Mediapart et des jingles. T'avais pas lu l'article sur Keita? Si, j'ai lu l'article sur Keita l'autre soir. Si. Non, Keita? Non, tu devais parler de Keita, j'imagine, l'avocat. Tu penses quoi de Yves Hérault, je sais pas quoi, je sais pas qui c'est Yves Hérault, je sais pas quoi. Non, il faut rusher pour voir si on peut voir mamie à Noël. Le fameux avocat Spinozzi. Merci Iwello. Tant qu'il y a des révélations sur les décideurs. En tout cas, vous avez vu, hein, le revenu de base, ça y est, on va y avoir le droit, parce qu'ils vont pas avoir le choix, en fait, ils vont se rendre compte que ne serait-ce que pour soutenir la demande, faut que les gens aient des sous. Donc voilà. T'as lu l'article du Diplo sur la bienveillance tyrannique? Non, je ne l'ai pas lu, Lechesco. Je ne l'ai pas lu. Keita, le président du FC Nantes. Ah oui, c'était sur Mediapart hier. Non, j'ai lu l'article sur Keita. Je sais plus. L'avocat, là, de Marseille. Mais j'ai pas lu l'article sur Keita, du FC Nantes. Non. Mais ça, c'est plus important que le FC Nantes, c'est plus gros. Il y aura un revenu de base pour les Français de l'étranger. On n'en est pas là, sous commandante Maracas. Marcas, pas Maracas. De toute façon, c'est même pas encore un projet de loi. Hein. Pour l'instant, c'est juste une idée dans l'air qui fraye son chemin jusque dans les colonnes du Monde et jusqu'à la chef du groupe Agir, la députée machin dont on a oublié le nom. Voilà. Alors j'ai ouvert trop de trucs, la Darès, tout ça, François Perret, tout ça, on ferme. Voilà. C'est plutôt un regroupement des aides sociales, leur truc. Mais c'était déjà le cas avec Benoît Hamon. Hein. T'as parlé de la pétition pour la désolidarisation des revenus du conjoint pour la hache. Oui, le vélocipédiste, et on a même balancé le lien dans le chat tout à l'heure. Allez, quand on est amateur de football, il faut attendre 4 longues années avant de voir démarrer une nouvelle Coupe du Monde. Mais quand on aime l'équité dans le sport, il faut également savoir prendre son mal en patience. Car cela fait aussi 4 ans que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, laquelle a débouché en décembre 2019 sur l'ouverture d'une information judiciaire pour corruption, qui éclaire également la tactique de la France et les techniques du Qatar pour un arrangement au sommet. Mediapart a en effet pu consulter de nouveaux éléments inédits. Il y a une vidéo, il y a un truc? Non, c'est juste une taufe. D'accord, c'est juste des jolis montages de Mediapart. Donc ça, c'est le service enquête de Mediapart qui a pu consulter de nombreux éléments inédits, notamment issus du dossier judiciaire, qui permet de renforcer significativement la piste évoquée dès 2013 par France Football, celle d'un pacte conclu lors d'un déjeuner à l'Elysée, on s'en souvient, hein, la révélation. Un déjeuner à l'Elysée le 23 novembre 2010, 9 jours avant le vote attribuant le mondial entre Nicolas Sarkozy, alors président de la République, Tamim Al-Thani, l'actuel émir du Qatar, et Michel Platini, qu'on ne présente plus et qui se serait apparemment arrangé pour attribuer la Coupe du Monde au Qatar. L'ancien numéro 10 des Bleus, qui était à l'époque président de l'UEFA et vice-président de la FIFA, se serait laissé convaincre de changer son vote et de le donner au Qatar. En contrepartie, le président Sarkozy aurait obtenu que l'émirat achète les droits télé du foot français et aide ses amis Arnaud Lagardère, entrant au capital de son groupe, et Sébastien Bazin en lui rachetant le PSG.
Bizarre. Il y avait un petit bifton à faire, j'espère, ouais, en tout cas il y a un arrangement. Le 19 juillet 2019, les policiers de l'OCLSIF, l'Office anticorruption de la PJ, ont interrogé comme suspect Michel Platini et 2 anciens collaborateurs du président Sarkozy, soupçonnés d'avoir participé au déjeuner, son secrétaire général Claude Guéant et sa conseillère sportive de l'époque, Sophie Dion. Michel Platini dit n'avoir strictement rien à se reprocher et être totalement étranger à des faits qui le dépassent, bien entendu. Ça c'est fou, hein. Ils savent jamais ce qui se passe dans leurs administrations, alors que les mecs ils ont des salaires mirobolants à la tête d'institutions supranationales, internationales, comme là en l'occurrence c'est l'UEFA et la FIFA, mais il sait pas, il est étranger, il comprend pas. Pour comprendre la myriade d'intérêts et dévoiler les détails significatifs qui peuplent le dossier, nous avons choisi de raconter dans une série de 3 volets l'histoire secrète de ce Qatargate où s'entremêlent amitié, raison d'État et intérêts financiers. Avec, pour point de départ, un épisode jusqu'ici inconnu. Le lobbying de Michel Platini pour offrir l'Euro 2016 à la France et à son ami Sarkozy. Mais ça, j'avais jamais entendu parler. Vous aviez entendu parler? Moi, je crois que non, je crois que ça, c'est ça la révélation, en fait. Parce que le truc du Qatar, ça avait déjà été dit, pour l'attribution de la Coupe du Monde de foot au Qatar en 2022. Mais le truc on a chopé l'Euro 2016 grâce à d'autres arrangements, je ne savais pas. Mais merci Michel Platini du coup, c'était un bel Euro. Je me souviens des fanzones et tout, c'était terrible. Car selon une note de l'Élysée, c'est Platoche qui a, en 2010, sécurisé les 7 votes de la victoire alors même qu'il présidait l'organisation qui attribuait la compétition. Michel Platini a avoué lors de sa garde à vue qu'il n'aurait pas dû s'immiscer dans ce vote. Oula, il y a des PV de garde à vue qui ont fuité là. C'était sous-entendu mais jamais confirmé. Ah ouais, là il y a des PV de garde à vue apparemment. Contacté par Mediapart, Michel Platini, Nicolas Sarkozy, Tammy Maltani et Sophie Dion n'ont pas répondu. Sans blague. L'avocate de Claude Guéant nous a indiqué que son client ne répond qu'à la justice, seul en charge des investigations dans cette affaire. Tout a commencé au début de l'année 2010. Un fan du ballon rond, et du PSG en particulier, siège à l'Élysée. Nicolas Sarkozy est un grand amoureux du foot, qui connaît les résultats de tous les matchs et de toutes les équipes depuis plus de 50 ans. Ah ouais? A indiqué au policier sa conseillère sport de l'époque, Sophie Dion. Sous la supervision du cardinal Claude Guéant, il est en tous les bons coups, lui. Le tout-puissant bras droit du président, Sophie Dion, Claude Guéant, le bras droit, donc le cardinal, Sophie Dion s'active pour décrocher l'organisation de l'Euro 2016, qui sera attribué le 28 mai par un vote du comité exécutif de l'UEFA, la Fédération européenne de football que préside Michel Platini. Ça tombe bien, entre Platini et Sarkozy, les relations sont au beau fixe. Ils se connaissent depuis toujours, ils peuvent tout simplement en parler ensemble, a confié Sophie Dion aux policiers. Michel Platini a précisé que leur relation était amicale et professionnelle. Je le connais depuis 30 ans, c'est quelqu'un qui aime le football, donc il me suivait. Je n'ai pas forcément de relation importante avec monsieur Sarkozy, mais je le connais, je pense qu'il m'aime bien. Le 4 janvier 2010, le président de la Fédération européenne de foot a rendez-vous à 17h30 à l'Élysée avec le président de la République. Au menu, réunion de travail sur la candidature de la France à l'euro et la demande de l'UEFA de ne payer aucun frais de sécurité. Ah oui, pas con. Ah oui, il y a un échange, tu vois. Michel Platini n'avait normalement pas le droit de se prêter à une telle séance de coaching. Certes, il ne participera pas au vote parce qu'il est français, mais en tant que patron de l'organisation qui attribue l'euro, il est tenu à un devoir de neutralité entre les différents candidats. Le président de l'UEFA ne devrait pas s'immiscer dans ce vote, mais étant français, je l'ai fait. Je souhaitais que la France gagne, a-t-il avoué aux policiers. Cette confession pourrait avoir de sérieuses conséquences pour Michel Platini. Il a déjà été banni pendant 4 ans, de 2015 à 2019, de toute activité dans le football, dans l'affaire du paiement différé de 1,8 million d'euros que lui a accordé la FIFA, au sujet duquel il est poursuivi pour escroquerie par la justice suisse. À moins que les faits liés à l'Euro 2016 soient considérés comme prescrits, Michel Platini risque potentiellement de nouvelles poursuites disciplinaires à l'UEFA, mais aussi à la FIFA. Le code d'éthique de la FIFA, qui s'applique également aux actions menées au sein de la fédération de confédérations comme l'UEFA, stipule que les dirigeants doivent éviter toute situation qui pourrait mener à des conflits d'intérêts. Et là, on est en plein dedans. En ce début 2010, Michel Platini est pourtant devenu un lobbyiste secret mais très efficace de l'équipe de candidature. Il est le patron de 13 votants et il sait mieux que personne que c'est la politique qui compte. Les gens ne regardent jamais les dossiers techniques, ils font en fonction de leur feeling, de leur ressentiment vis-à-vis du pays concerné. De leur sentiment ou de leur ressenti? Parce que ressentiment, c'est pas ça. Hein. A-t-il confié lors de sa garde à vue? Parle pas bien. Hein. Michel Platini s'est employé à travailler au corps les membres du comité exécutif.
Sauf ceux qui allaient contre les Français, hein, Turcs, Italiens, Norvégiens. Je leur ai fait comprendre que cela m'aurait fait plaisir qu'ils votent pour la France. Cela s'est fait quand je les voyais, discrètement, en tête à tête. Je n'avais pas le pouvoir de leur imposer de voter pour la France, il n'y avait pas de contrepartie. A-t-il toutefois nuancé, assurant que les membres du comité de candidature n'avaient pas besoin de lui pour faire du lobbying. En ce début d'année 2010, le stress de la bataille pour l'euro est loin d'être le seul souci sportif de Nicolas Sarkozy. Ma vie a été de donner des... Ah oui, c'est ça, oui. Ma vie a été de donner des coups de pouce. Pendant 40 ans, on m'a demandé des coups de pouce. A-t-il récemment expliqué, donc Nicolas Sarkozy, hein, l'ancien président, lors de son procès pour corruption dans l'affaire Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy a entrepris d'aider deux amis. Le premier, l'émir du Qatar, qu'il a appelé à l'aide pour décrocher la Coupe du Monde 2022, qui sera attribuée finalement par la FIFA le 2 décembre. Les autorités qataries ont fait part, plus vraisemblablement au niveau du président qu'au mien, de leur ambition d'organiser la Coupe du Monde. Il est à mes yeux certain qu'à un moment, l'émir du Qatar a fait part de son souhait, a indiqué Claude Guéant aux policiers. Le président ne peut pas refuser grand-chose à l'émir Ahmad Al-Thani, avec qui il vit une lune de miel politico-diplomatique. Le richissime émirat gazier multiplie à l'époque les investissements en France grâce à une exonération fiscale sur mesure décidée par Nicolas Sarkozy. À en croire Claude Guéant, ses intérêts financiers n'ont joué aucun rôle dans les décisions du président. S'il a soutenu la candidature au Qatar, c'est pour des raisons géopolitiques, afin d'offrir un premier mondial au Moyen-Orient. Le président, je le rappelle, en application de la Constitution, définit la politique étrangère de notre pays. Il était tout simplement dans son rôle. Très bien. Merci Botte de Radis, qui dit bonsoir la gauche. Les Wampas chanteront bientôt Sarkozy en prison, bah tu m'étonnes. Sauf que Nicolas Sarkozy, donc là la ligne de défense c'est j'étais le président, je gère les affaires étrangères, donc si je fais des coups de pouce, je fais des coups de pouce, c'est pour l'intérêt de la nation parce que je m'occupe des affaires étrangères. Sauf que Nicolas Sarkozy a aussi entrepris de soutenir des intérêts privés, ceux de son ami Sébastien Bazin, l'actuel PDG d'Accor. En ce début d'année 2010, il était le patron pour l'Europe du fonds américain Colony Capital, propriétaire du PSG, alors financièrement au bord du gouffre. Vu le déficit chronique vu le déficit chronique du club, dans lequel Colony a englouti des dizaines de millions d'euros, Sébastien Bazin veut absolument s'en débarrasser en le vendant au Qatar. Claude Guéant a rappelé aux policiers que les deux hommes sont liés de longue date. Leur amitié date de 1993. La fille de Sébastien Bazin était l'une des élèves prises en otage dans l'école maternelle de Neuilly par un homme qui se faisait appeler Human Bomb. Ah oui, quelle affaire! Alors, maire de la ville, Nicolas Sarkozy était entré dans la classe pour négocier leur libération avec le forcené. Donc c'était dans une école primaire, on s'en souvient, de Neuilly. Et Nicolas Sarkozy était à l'époque le maire de Neuilly et il s'était mis en scène, mais il avait fait un truc qui était proprement héroïque, dangereux. Il avait lui-même essayé de faire sortir des gamins en négociant directement avec Human Bomb, le mec qui voulait se faire sauter, qui a fini, je crois, abattu. Et il avait directement négocié ça avec le... Enfin, médiatiquement, c'était un coup extraordinaire, parce qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, en 93, n'est que le maire de Neuilly. C'est un lieutenant de Chirac, je crois, à l'époque. C'est un mec du RPR parmi d'autres, si vous voulez. Mais ça avait été un coup médiatique extraordinaire, et donc apparemment il a noué des liens, du coup, avec Sébastien Bazin, en libérant sa fille. Ce qui est quand même... On peut imaginer que c'est un lien fort. Nicolas Sarkozy est un grand amateur de football et un supporter inconditionnel du PSG. J'imagine qu'il a eu l'occasion à cette époque d'avoir des conversations avec Sébastien Bazin sur les difficultés du club et sur les possibles reprises de ce club, a précisé Claude Guéant. Mais l'ancien secrétaire général de l'Élysée n'y voit là encore aucune malice. Si jamais le président avait facilité la vente du club au Qatar, je parle au conditionnel, il aurait été dans son rôle de défense des intérêts du pays et de ses entreprises en difficulté. Voilà. Claude Guéant. Il a surtout fait foirer l'opération. Ah bah en tout cas oui, il a sans doute perturbé les plans des flics. En tout cas, Sarkozy mouille le maillot. Le 3 février 2010, il décore de la Légion d'honneur Tamim Al-Thani, prince héritier du Qatar et actuel émir, lors d'une réception en grande pompe à l'Élysée. Âgé à l'époque de 30 ans, le prince Tamim est alors président du comité olympique qatari, membre du comité international olympique, le CIO, et pilote la politique agressive de l'émirat visant à obtenir les plus grands événements sportifs mondiaux, lire notre enquête ici. Les deux hommes ont évoqué le sujet du PSG lors de ce déjeuner, a confirmé à l'époque Libération, le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Merci
L'interventionniste il y a un fait entrer l'accusé sur Human Bomb, évidemment, on vous le conseille, il est, comme tous les faits entrer l'accusé, extrêmement documenté et très bien monté, c'est toujours bien foutu, fait entrer l'accusé. Ils ont aussi, selon toute vraisemblance, parlé du Mondial 2022, car dans la foulée, Claude Guéant demande à Sophie Dion de contacter 2 personnages clés pour sonder leurs intentions sur la candidature qatari, le président de la FIFA, Sepp Blatter, et son vice-président, Michel Platini. Dans une note du 10 mars 2010, Sophie Dion écrit au secrétaire général de l'Élysée qu'elle a pu leur parler. Les résultats sont mitigés, Blatter s'est montré ouvert à un Mondial qatari, mais Platini est réticent. Ah, donc ça va être Sarkozy qui va convaincre Platini. Bon, si vous voulez en savoir plus, je vais pas lire la deuxième page. Parce que bon, je crois qu'on comprend un petit peu l'ambiance. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à Mediapart. Et je pense que les suites de cette affaire vont avoir, je l'espère, l'honneur de reprises médiatiques dans de plus grands médias, avec des petits sujets télé, avec des plateaux de C'est à vous, je ne sais pas. J'espère que ce sera repris par les grands médias, parce que sinon, en tout cas pour l'instant, vous ne pouvez en entendre parler que sur Mediapart. Abonnez-vous. Nous sommes le vendredi 18 décembre, et c'est à la une de ce journal indépendant qui a besoin de vos abonnements. Abonnez-vous, évidemment. Centrafrique, une opération d'influence de l'armée française tourne au fiasco. Un article de Justine Brabant est également en une de Mediapart, une note de veille dans la rubrique internationale. Justine Brabant, qui est une des spécialistes, qui a beaucoup travaillé sur l'armée, qui connaît très bien l'armée, qui a beaucoup de contacts dans l'armée. Donc les papiers sur l'armée de Justine Brabant sont en général très bien informés. Et à Grignon, l'État brade un haut lieu de l'agronomie française par Amélie Poinceau. Je ne sais pas ce que c'est une enquête sur l'agriculture, de vastes étendues de terres agricoles et de forêts, un château, plusieurs bâtiments de recherche et d'enseignement. Dans les Yvelines, le domaine de Grignon, l'un des sites d'AgroParisTech, est à vendre. Le processus, opaque, se heurte à de nombreuses résistances. Voilà, si vous voulez en savoir plus, tout ça, c'est sur Mediapart. Hop, jingle, tananana, on change de sujet. Et il nous reste une demi-heure pour évoquer le rebond épidémique qui fait craindre une période à haut risque, avec la question qu'on se pose tous, est-ce que c'est bien raisonnable d'aller voir sa famille pour les fêtes? Voilà. Pas de code Usul 2000 pour avoir 5% d'inscription sur l'inscription, non. Le refuge, on en a parlé du refuge, en effet. Mais pareil, pour le refuge, je vous renvoie à l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Nous sommes vendredi, donc il n'y a pas de à l'air libre aujourd'hui. Et il me semble que l'émission regardez, vous allez sur YouTube. Voilà, il devrait me proposer Mediapart, voilà, hop. Je crois que le vendredi, ils font un best-of de la semaine sur l'air libre. Vous allez sur le compte vidéo. Didier Lallemand, Les Dessous du porno, Affaire Mwanda, une semaine d'air libre. Le vendredi, il publie une semaine d'air libre. C'est un bon condensé de 18 minutes de tout ce qui s'est dit dans l'air libre du lundi au jeudi, tous les sujets qui ont été abordés. Et si vous voulez en savoir plus sur l'affaire du refuge, alors il me semble que c'était... Quel jour? Bon, ça va être marqué. Ça va être... non, la laïcité, c'est pas ça. Non, c'est après. Bon, de toute façon, je l'ai vu. Le cal allemand crée des remous. Ah bah putain, je sais pas lequel c'est. Parce qu'à chaque fois, ils traitent deux ou trois sujets, mais ils en approfondissent... ils en approfondissent deux, mais ils en mettent qu'un en titre. Est-ce que vous savez, vous, c'était avec le Didier Lallemand, d'accord. Donc c'était celle d'il y a un jour, donc c'était le à l'air libre du 16 décembre 2020. Je vais vérifier si c'est bien ça. Normalement c'était à la fin, il y avait David Perrotin. Et oui, c'est ça, c'est dans celui-là. Dans la deuxième partie, on parle de l'association Le Refuge, si vous voulez en savoir plus, sur notamment ces deux dirigeants qui sont apparemment plutôt problématiques à beaucoup d'égards, que ce soit en termes de gestion, en termes de management des employés, et en termes de proximité très chelou avec les cas qu'ils suivent et qu'ils sont censés aider, donc héberger. Vous savez, Le Refuge, c'est une association pour les jeunes LGBTQX+. Merci Alex Chess 1989. Ces jeunes qui sont souvent en rupture familiale, qui savent pas où aller, et Le Refuge est une association qui a une grosse visibilité, pas mal de soutien, de relais politiques et de fonds. Et bon, apparemment, il y a des questions qui se posent sur Le Refuge. Des histoires de transphobie aussi également, ouais, sur la manière dont ils traitent leurs jeunes, et puis des proximités un peu cheloues, des manières un peu familières des deux dirigeants, qui ont donc grosse enquête, 50 témoignages, des années de travail apparemment pour
le journaliste David Perrotin qui est en charge de l'enquête, qui est le même journaliste qui avait révélé l'affaire Michel Zecler pour Loopsider à l'époque, il y a quelques semaines, et qui entre-temps a été embauché en CDI chez Mediapart. Voilà, j'espère que vous avez... vous êtes au point. Nous, on va passer à la question qui nous taraude aujourd'hui, et je vais vous faire un sondage. Je vais faire 2 sondages. Un premier sondage, comptez-vous aller voir votre famille pour les fêtes? Je vais le faire tout de suite, voilà, pas besoin de... Et puis on le refera après la lecture de l'article, c'est interactif, si vous êtes là, vous allez pouvoir participer. Allez-vous voir votre famille? J'écris n'importe comment. Alors, je vais juste mettre Noël en famille. Point d'interrogation. Oui. Non. Ou je sais pas. Je sais pas encore. Voilà. Donc si vous me dites oui ou non, c'est que c'est sûr, quoi. Voilà, je vous laisse 1 minute pour voter. Voilà. Et ensuite, on va... j'ai soif. Et ensuite, on va lire l'article. Et ensuite, je vous reposerai la même question, voir si ça vous a refroidi ou si, au contraire, vous êtes rassuré, je sais pas. Et encore une fois, je le précise, c'est de l'eau. Hein, c'est de l'eau. On vote tout dans le chat. Hein, en haut du chat, vous avez sondage en cours. Il y a une barre qui défile, vous cliquez et puis vous... Voilà. Pas compliqué, normalement vous devriez y arriver. C'est vraiment de l'eau. Donc le sondage est en cours. Il n'y a pas sur mobile. Ah bon, il n'y a peut-être pas sur mobile, mais moi je n'y peux rien. Ça ressemble à une bouteille d'alcool. Oui, mais elle est pleine d'eau. Voilà. De toute façon, vous voyez bien, en plus, je prends toujours... Alors, majoritairement, vous êtes 60% à dire que vous allez y aller. Il y en a 30% dans mon chat, hein, évidemment, c'est représentatif de rien du tout, mais c'est pour voir un petit peu ce que vous pensez. 30% qui disent non, et 7% qui savent pas encore. Donc, on voit que c'est partagé, mais que majoritairement, vous allez honorer vos obligations familiales, même si c'est un petit peu dangereux. Très bien. C'est beaucoup 30% de non, mais oui, mais moi ça me paraît raisonnable, on va voir l'article, puis on va trancher ensemble de ce qu'on fait, hein, après. Alors, c'est un article du Monde, réservé aux abonnés évidemment, mais je vous le lis évidemment gratuitement. Un article de Delphine Roucaute et Camille Stromboni qui fait le point du coup sur ce qu'on sait à l'heure actuelle du coronavirus et de l'épidémie. Un article, temps de lecture 5 minutes. Doit-on parler de rebond épidémique ou de début de 3e vague? Oui, ça c'est une différence quand même sensible. Je vous l'ai dit, il y avait un pic. Ça a baissé grâce aux premières mesures restrictives. Et puis on a relâché un petit peu la pression et il se trouve qu'on est arrivé à un plateau. Et puis là ça remonte. Donc il y a des interrogations. C'est pour ça qu'on lit cet article. Est-ce que c'est bien raisonnable, alors que ça remonte, est-ce que c'est bien raisonnable d'aller faire Noël en famille? Doit-on parler de rebond épidémique ou de début de 3e vague? Voilà, est-ce qu'on va juste remonter un peu le plateau, ou est-ce qu'on est reparti pour un autre pic, en fait? Ce débat de spécialistes symbolise la situation épidémiologique dégradée dans laquelle s'engage la France à la veille des vacances de fin d'année. Alors que l'on observait une décrue très forte fin novembre du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de nouveaux malades du Covid-19, l'évolution de l'épidémie est aujourd'hui préoccupante, avec une tendance à l'augmentation de la circulation du virus à partir d'un plateau haut. C'est exactement ce que je vous disais, a confirmé le directeur général de la santé Jérôme Salomon jeudi 17 septembre. Quand le président Emmanuel Macron conditionnait le déconfinement à un seuil de 5000 nouveaux cas par jour, on sait qu'on n'y est pas, on détectait environ 11 400 la semaine du 7 au 13, soit une augmentation de 10% en 7 jours. Jeudi, on comptait 18 254 nouveaux cas en une journée, alors que je vous rappelle que le seuil pour un déconfinement apaisé, c'était 5000, donc 4 fois plus presque. Des chiffres qui s'expliquent par une augmentation du taux de dépistage dans toutes les classes d'âge, donc ça c'est bien, sauf pour les plus de 75 ans pour lesquels les chiffres sont stables, ainsi que par la nouvelle prise en compte des tests antigéniques dans la base de données SIDEP.
système d'information et de dépistage du Covid-19. Mais pas seulement, c'est pas juste qu'on les détecte plus, y compris parce que vous doutez bien que si on commence à tester des gens qui sont asymptomatiques, qui font juste le test pour être sûr, avant d'aller voir leur famille, etc., il est logique qu'on ait une augmentation du nombre de contaminations comptabilisées. Mais il n'y a pas que ça, apparemment, nous dit-on. La positivité reste stable à 6,1% et surtout, le taux de reproduction continue sa hausse et dépasse le seuil critique de 1 pour atteindre 1,03. Ça y est, donc ça veut dire un 1. Vous savez, à 1, on le refile à une personne. À 0, avant, on était à 0,6. Hein. Si ça baisse, ça veut dire que le taux de reproduction baisse. Si on est à 0,6, vous comprenez bien que une personne va contaminer 0,6 personnes. Donc, proportionnellement, du coup, au fil des contaminations, ça baisse. Il y en a de moins en moins de personnes contaminées. Si on a retrouvé un taux au-delà de 1, ça veut dire que l'épidémie se répand à nouveau, et que le virus circule à nouveau, et que donc une personne va potentiellement contaminer plus qu'elle-même, plus qu'une seule autre personne. J'espère que c'est clair mon truc, parce que je commence à fatiguer. Et donc, ça remonte. Cela signifie que le virus infecte plus d'une personne en moyenne par cas, augmentant ainsi la vitesse et sa diffusion dans la population. Alors, un petit point du coup sur les chiffres. Les nouveaux cas, c'est les personnes testées. Donc en effet, on voit qu'on teste de plus en plus. Et évidemment, plus on teste, là il y a eu une vague de tests début novembre qui montre qu'il y a une augmentation du nombre de cas positifs. Mais par contre, on voit que le taux d'incidence, de pourcentage, hein, il nous disait, il est toujours à 6,1% à peu près. Donc quand on teste, alors évidemment, ça fait plus de nouveaux cas comptabilisés. C'est comme ça qu'on arrive à des 18 000 alors que l'horizon était 5 000. Après, si on veut redescendre à 5 000, il suffit de moins tester, c'est sûr. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va enrayer l'épidémie. Et puis voilà, là ça remonte, on reteste plus, mais on voit qu'il n'y a pas de remontée en bas, donc je sais pas ce que ça veut dire. Et puis là, on voit, ça c'est les décès du Covid, voilà. Ça rebaisse, hein, mais ça rebaisse doucement. On est loin de la situation de juillet-août. Et ça, c'est actuellement 200... Ah, ça, c'est le taux d'occupation. Enfin, c'est pas le taux d'occupation, c'est le nombre de personnes dans les services de réanimation. Et on voit que la vague a été quand même mieux encaissée hein, que la deuxième. Mais bon, là, c'est le plateau, quoi. Ça, on va arriver sur le plateau à partir de là. Le confinement n'a pas empêché les gens de sortir et de se croiser, mais a seulement fermé le nombre de destinations possibles. Notamment les bars, restaurants, commerces non essentiels et lieux de culture, analyse Yves Buisson, président de la cellule Covid de l'Académie nationale de médecine, pour qui le recours au couvre-feu a sûrement plus d'efficacité que le semi-confinement peu contraignant qu'on a vécu. Pour lui, c'est bien le couvre-feu, parce que on va moins faire de soirées, tout simplement. Le pic de la deuxième vague a en effet été franchi après les premières mesures de couvre-feu, avec un décalage habituel de 2 semaines entre les restrictions et la situation hospitalière. Ce deuxième confinement a été différent du premier pour des raisons sociales, culturelles, liées à l'école, et économiques. Nous sommes constamment dans une... Donc ouais, pour lui, c'est des raisons culturelles. De pas avoir voulu fermer les écoles, c'est l'obsession Blanquer de on ferme pas les écoles. Mais c'est aussi une obsession économique parce que ça permet aux gens de pouvoir aller bosser. Nous sommes constamment dans une balance bénéfice-risque avec une réévaluation des actions à partir des nouvelles informations dont on dispose. Nuance Simone Matoulin-Pellissier, directrice de l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement de l'Université de Bordeaux. Les conditions alors favorisées par la saison hivernale, évidemment, vu qu'on se retrouve dans des lieux clos, on se retrouve dans des lieux chauds, on aère moins. On aère moins parce qu'il fait froid, et il faut aérer. Donc les conditions météorologiques jouent également un rôle important dans cette reprise épidémique. Il est admis que les coronavirus sont favorisés par la saison hivernale en raison d'une meilleure survie des virus respiratoires par des niveaux plus faibles de température, rayonnement ultraviolet, humidité, précipitation et vent. Ah oui, en plus le virus survit mieux. Par ailleurs, le froid fragilise les muqueuses par lesquelles le virus pénètre l'organisme, et ça c'est pour ça qu'on se chope des rhumes l'hiver. Enfin, on observe une modification du comportement des individus, avec des activités et interactions sociales en intérieur plus favorables aux transmissions. Selon le ministère de la Santé, ces facteurs expliquent en partie la forte incidence observée actuellement dans les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que dans les vallées rhône-alpines, ça c'est nous, marquées par un climat semi-continental comportant des hivers plus froids. Les 3 métropoles enregistrant les plus forts taux d'incidence sont Nancy, Meurthe-et-Moselle, avec 222 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants, Dijon, en Côte-d'Or, 222, et Grenoble, en Isère, 192. On est clairement de nouveau dans une phase ascendante, confirme Christian Rabot, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHU de Nancy. Depuis la fin novembre, la courbe des lits
lits dédiés aux malades atteints du Covid-19 est reparti à la hausse dans l'hôpital. Les patients en réanimation n'étaient plus que 33, sont désormais 40. Peu de doute pour lui, le rebond devrait se poursuivre ces prochaines semaines, alors que les vacances arrivent pour les personnels qui ont tous besoin de souffler, laissant présager une tension grandissante sur les ressources humaines. Ah oui, donc en plus ça c'est un facteur à prendre en compte, le taux de fatigue, quand on revoit les courbes, le taux de fatigue du personnel hospitalier, qui avait tout donné déjà en mai, mais là on voit qu'on est parti pour un truc un peu plus long, quoi, où ça baisse moins vite, et c'est normal, le confinement est moins brutal, donc c'est plus long aussi pour les personnels hospitaliers, donc ils vont avoir des problèmes de tension au niveau des ressources humaines. Je ne vois pas par quel miracle la pente ne continuerait pas dans le même sens, dit l'infectiologue. Ça monte moins vite qu'en première vague, certes, mais on sait que chaque jour va être un peu plus lourd que la veille. Les conséquences de Thanksgiving. Dans ce contexte, le conseil scientifique a émis des recommandations pour accompagner une fin d'année pas comme les autres, incitant les Français à privilégier l'autoconfinement une semaine avant de retrouver sa famille et surtout des personnes âgées, à se faire tester dès l'apparition du moindre symptôme, mal de tête, fièvre, nez qui coule, et en cas de situation à risque, repas, réunions sans masque, etc. Ces propositions sont bonnes, mais c'est dommage qu'elles arrivent si tard, surtout d'un point de vue organisationnel, regrette Mahmoud Zoureik, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Si les vacances de Noël représentent un risque sanitaire, il fallait bien prendre en compte les risques psychosociaux qu'il y aurait eu à empêcher les retrouvailles des fêtes. Problème, hein, oui. Il y a un message simple à intégrer, on peut être négatif le matin et positif le soir. Faut donc être prudent et vigilant sur le risque qu'on peut apporter aux autres, insiste Simone Matoulin-Pellissier. Une vigilance qui passe par le maintien des gestes barrières comme le port du masque, l'aération régulière des pièces et l'hygiène des mains. Les conséquences qu'ont eues les retrouvailles de Thanksgiving au Canada comme aux États-Unis laissent craindre le pire en Europe, faisant dire à Jérôme Salomon qu'il y a une période à haut risque de 15 jours devant nous, mais le vrai bilan des fêtes pourra se faire aux alentours du 10 janvier, anticipe Mahmoud Zoureik. Quant au début de la campagne vaccinale, annoncée pour la toute fin décembre, il n'y aura pas d'impact sur la diffusion du virus avant au moins 3 mois, selon l'épidémiologiste. La stratégie vaccinale présentée par le gouvernement va consister à viser d'abord les personnes âgées en EHPAD, donc cela va avoir un impact sur les formes graves du Covid-19, et donc sur la saturation des services hospitaliers, mais pas sur la circulation du virus. Et oui, il y a une utilité quand même à le faire, mais le virus va continuer à circuler. Dernier paragraphe et on en a fini, on va procéder à un autre vote pour voir si cet article vous a fait peur ou pas, vous êtes à peu près aussi nombreux que tout à l'heure. Pour autant, les premiers mois de l'année 2021 vont être déterminants car, sur le long terme, la seule manière de retrouver une vie normale, c'est qu'on réussisse notre stratégie vaccinale. Augure Yves Buisson, c'est vrai. Un défi logistique et organisationnel qui va nécessiter la mobilisation de tous, notamment des médecins traitants, et un effort accru de transparence de la part des autorités. Bon, c'est encore un autre débat, ça, mais c'est la seule sortie de crise, la seule perspective de sortie de crise possible. Le facteur clé reste l'acceptation de la population, rappelle Simone Matoulin-Pellissier, dans un pays où, selon un sondage de l'Agence sanitaire Santé publique France, seule la moitié, 53% des personnes interrogées en novembre, veut se faire vacciner. Ça, c'est chaud, ça. À cause des abrutis, là. Pour obtenir une immunité collective, il faudrait que 50 à 70% de la population soit immunisée, soit par le vaccin, soit naturellement. Pour Mahmoud Zoureik, on peut espérer que ce seuil soit atteint en septembre. En putain de septembre. Alors oui, on va faire 2 sondages. On va faire un premier sondage sur allez-vous à Noël, hein, et l'autre sur le vaccin, parce que je vois que, en effet, moi j'ai dit direct abruti, parce que, bah oui, si notre seule porte de sortie c'est le vaccin, à un moment il va falloir être responsable et se faire vacciner. Peu importe ce que vous entendez dans des vidéos YouTube chelous, quoi. Et même s'il y a des petits effets secondaires, machin, il y en a pour tous les vaccins. Mais vous allez pas avoir de la 5G dans le corps, c'est ça que je veux vous dire. Alors, Noël en famille, je repose la même question. Point d'interrogation. Ah, j'ai écrit Néol. Donc Noël. Oui. Non. Je ne sais pas. Alors là, évidemment, si vous avez voté tout à l'heure, vous revotez. Hein, c'est pour mesurer s'il y a une différence. Vous avez 1 minute pour voter pour le Noël en famille. Moi, je veux la 5G dans mon corps, j'ai pas la fibre chez moi. Bah oui. Bah oui. T'es pas à la page, Jusul, ils vont mettre la 6G.
Néol, c'est plus laïque. Ah oui. Lol, non mais il y a suffisamment de choses à part la 5G. Sur le vaccin? S'il n'y a pas la 5G, je sais pas si ça vaut le coup de se faire vacciner. Oui, c'est vrai. Non, mais moi je veux la 5G, hein. En plus maintenant que j'ai un téléphone. Je sais pas s'il est compatible Covid vaccin. Faut que je demande, hein. Je connais des gens au monde. Si ça se trouve, ils peuvent avoir un coup de fil de Bill Gates qui leur dirait la vérité à eux, mais ils ont pas le droit de l'écrire. Hein. Ils ont pas le droit de l'écrire, mais ils pourront peut-être me le dire à moi, que je rentre un peu dans le complot, quoi, aussi. J'en ai marre d'être exclu des complots, on m'appelle jamais. Alors, eh ben, ça a pas changé, les proportions, hein. Ça a pas changé. Donc oui, non, je ne sais pas. On est à peu près sur les mêmes proportions qu'avant, donc cet article vous a pas du tout fait changer d'avis. Et ben voilà. Et non, tu vas devoir changer de téléphone. Eh merde. Mais vous êtes sûr, même s'il a 1 an? Ah ouais, non, c'est les nouveaux... c'est les nouveaux téléphones. Je peux demander à Realme Up. Tu penses que, Rufio, tu penses qu'il est dans le complot, Realme Up? Ils appellent Realme Up pour les complots? Bah, pour les complots? Pour la Mafia Nesblog, oui, je veux bien, mais la Mafia Nesblog, elle est si impliquée dans les complots que ça? Il me semblait que c'était un peu has-been, qu'on nous appelait plus. Fallait réserver les billets de train en avance, oui. Les darons sont plus fortes que tout, bah ouais, c'est ça, hein. Le vipède. Il y a de l'inconscience dans le chat. Merci Lucien Lanard qui lâche ses 100 bits quotidiennes, presque. Merci à toi en tout cas. Le 3310 passera toujours? Bah je sais pas. Est-ce que les vaccins ça fait passer le vipède? Le vipède a été mis au point par Bill Gates aussi, hein, ouais. La daronne à l'abri. Bah voilà, vous voulez pas mettre la daronne à l'abri. Ah, il y en a qui se sont... Voilà, tiens, il y a Nawam Noramp BP qui dit qu'il s'est isolé, il ou elle s'est isolé avant pour pouvoir aller plus sereinement voir sa famille et arriver potentiellement en n'ayant pas multiplié les contacts avant d'aller voir la famille, ce qui est astucieux, ce que préconise aussi l'article, bien évidemment. Merci KCDQ, hein, bien sûr, un délice bien kiffant. Je sais pas de quoi tu parles, mais très bien. Merci Monstro aussi pour les 100 bits. Ouais, moi aussi je me suis auto-confiné. Bah de toute façon, c'est pas comme s'il y avait grand chose à faire, hein, tu me diras. Après, il y a les manifs. Après, les manifs, c'est en plein air, tout le monde a son masque. Moi, je vois pas beaucoup de gens retirer les... J'ai fait quelques manifs quand même ces derniers temps. Le projet de loi sécurité globale, etc. J'ai pas vu beaucoup de monde... Enfin, j'ai pas vu grand monde retirer son masque. Hein, à part ceux qui buvaient leur bière habituelle de manif. Mais sinon, les gens étaient plutôt... On peut transmettre le virus quand on l'a déjà eu? Eh ben, il me semble que oui. Il paraît même qu'on peut le rechoper. Donc, il me semble que l'immunité, en tout cas, c'est pas... Enfin, c'est pas un truc qui est acté, quoi. Dites-moi si je dis des conneries hein, dans le chat, parce que... il me semble que oui. Il me semble que oui. Noram BP dit oui aussi. Bonsoir, Otard Luin, tu arrives pour la fin. Bah oui, de toute façon, c'est un Noël, là, je vous ai demandé Noël en famille, de toute façon, c'est 6 personnes. Hein. C'est Noël en petit comité, de toute façon. Mais est-ce que ça, même ça, c'est pas déjà zinzin? Parce que moi, je vois que, par exemple, pour monter à Lyon, pour monter dans ma région d'origine, à Orléans, bah ça veut dire que je vais devoir soit prendre le train, c'est-à-dire être dans un wagon, bon alors il y a peut-être de l'aération, je sais pas quoi, mais enfin ça veut dire aussi toucher des surfaces, aller à la gare, peut-être m'agglutiner, faire la queue, machin. Ça veut dire que même si je me suis isolé avant, en fait je peux pas m'isoler de ça, de ce trajet-là. Ou alors covoiturage, mais c'est la même chose, pareil. Moins de monde, mais un espace plus clos. Donc voilà, même ce petit truc-là fait que c'est quand même compliqué. Au Canada, c'est 0 personne. Mais alors, je sais plus, je crois que c'était juste une province au Canada, non? Le vélo, ah bah faire Lyon-Orléans en vélo, ça va être tendu quand même. Tout seul en caisse, vroom vroom pollution. Mais moi, j'ai pas de caisse. Pour les vaccins et le virus, Mandax de la Tronchambier a fait un entretien d'1 bonne heure et demie, il me semble, avec une infectiologue pour faire un topo sur l'état des connaissances actuelles qui est super intéressant. Bah voilà, vous pouvez aller écouter ça, parce que ce sera plus au point que moi. Moi j'ai tendance à dire, bah oui, il y a toujours des risques avec les vaccins, en plus c'est un nouveau truc, on n'a pas tous les cas, mais pour l'instant les seuls trucs qu'on a vus c'est des réactions allergiques chez des gens qui avaient des terrains allergiques très prononcés. Il me semble que pour l'instant, en tout cas avec le vaccin Pfizer, c'est ce que j'ai entendu.
Si t'as le permis, t'en loues une. J'ai pas le permis, et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de passer le permis. Une mamie... Quoi ? Une mamie est morte, c'était la 2e fois qu'elle avait le Covid. Ouais, voilà, donc bon. C'est ça. Si tu fais un stream de Noël, tu vas motiver les gens à regarder. Oui, je pense pas que les gens vont se dire je vais rester à la maison pour passer Noël avec Usul en stream, hein. Ça me paraît optimiste. Refais le sondage, Noël sans mamie, Noël à 3. Oui, bah c'est bon, on va pas faire toutes les configurations possibles. Moi je voulais voir, mais là je vois que bon, là, en tout cas la lecture de l'article n'a pas changé grand chose. Parce que c'est vrai que quand on voit 1400 personnes en constant, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui repartent, donc c'est pas exactement les mêmes qu'on votait, mais on est dans les mêmes proportions, 30-60 en gros, 30% de gens qui ont cancel Noël, qui vont pas aller en famille, et 60% de gens qui ont confirmé leur Noël, sans doute à 6, je l'espère, c'est plus responsable. Merci Lascar Capac pour ton 2e mois d'abonnement. Bon bah voilà, on a fait le tour de tous ces sujets. Si vous voulez consulter le replay tout de suite, eh bien vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. En attendant, vous pouvez aussi vous abonner à Mediapart. Ce soir, on a parlé des irresponsables de la République, un article de Caroline Coq-Codorge donc sur le fameux les dîners de Macron, quoi, des gens qui donnent des leçons, y compris des leçons de morale, et qui ne se